bonjour à chacune et à chacun. Donc, on est très heureux de vous accueillir dans ce webinaire, un conseil d'administration, des administrateurs, pourquoi faire. Alors, quand je dis on est très heureux, c'est qui ont. Alors, c'est évidemment Passerelle les compétences, qui est la structure hôtesse, si je puis dire, et puis plus particulièrement Anne et moi, qui, outre le fait d'être donc des passerelles bénévoles chez Passerelle et compétences, sommes motivés par la gouvernance. Donc, Anne, que vous voyez en haut, qui a été d'ailleurs la responsable bénévole de la gouvernance au niveau national pour les Restos du Cœur et concernant les associations départementales. Elle est aussi conseillère IDEAS. Moi-même, donc, je suis une passerelle, on va dire, éprouvée, sinon expérimentée de passerelle et compétences. Je suis aussi président d'un fonds de dotation, du conseil d'administration d'un fonds de dotation. Donc, c'est le point commun entre nous, c'est évidemment cet intérêt pour la gouvernance. Et nous sommes 2 des 4 animateurs du programme qu'on a appelé bénévolat de gouvernance. Donc, bienvenue à vous. Les petites précautions techniques. Donc, chacun, je crois, a l'habitude de fermer son micro. Vous pourrez poser toutes vos questions, évidemment, dans le chat et on tâchera d'y répondre, soit dans le chat, soit dans la conversation, soit après le webinaire. Et évidemment, nous vous enverrons à la fois le support PowerPoint du webinaire pour la partie préparée à l'avance, parce que le débat, lui, n'est pas en forme de PowerPoint, heureusement, et puis le lien vers le replay. Alors, moi, je vais servir de monsieur Loyal pour le moment de ce webinaire, et puis Anne a la gentillesse d'être votre représentante, hein, c'est-à-dire de vos questions dans le chat. Donc, Anne, tu as le droit de nous interrompre, de poser des questions et le devoir même donc, de représenter les personnes qui se sont inscrites. Je le ferai. Merci Anne. Et donc, quel est le programme que nous avons préparé pour vous? Donc, le thème, c'est assez pédagogique finalement. C'est un conseil d'administration, des administrateurs, pourquoi faire. Donc, Adeline, qui est la coordinatrice générale de Passerelle et compétences, a la gentillesse d'introduire le contexte et l'intention de ce webinaire. Merci Adeline. Karine, grande experte de la gouvernance associative, entre autres avocate associée chez le cabinet final, a la gentillesse de nous redire est-ce que je peux dire les fondamentaux, Karine, sachant que les fondamentaux, on va le dire, ne sont qu'une partie, évidemment, du contenu, puisque on le verra, le conseil d'administration, les administrateurs jouent des rôles qui vont bien au-delà de ce qui est défini. On vous dira avec Anne un petit mot, peut-être de résumé sur ce programme bénévolat de gouvernance qu'on a lancé il y a 2 ans. Et puis, on aura notre table ronde avec des témoins de qualité. Donc, Isabelle Pianet, qui était vice-présidente de Femmes et Sciences, Charles Raymond, qui est secrétaire général de l'ILO, qui vient de tenir son AEG, Pierre Mondon, qui est un administrateur très impliqué chez Lecture Jeunesse, et puis Laurence Armand, qui est la présidente depuis 1 an de Passerelle et compétences. Donc, un choix de structures très, très différentes, finalement, très complémentaires dans leur composition, dans leur projet associatif, et puis nous essaierons de garder du temps pour les questions et les échanges. Voilà pour le programme. Et donc, Adeline, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de nous donner le contexte et d'introduire ce webinaire? Bien sûr Thierry, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Adeline Nazier, coordinatrice générale de Passerelle et compétences. Donc, Thierry le disait, nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire et merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, revenir sur le contexte et plus globalement sur Passerelle et compétences. Donc, Passerelle et compétences, c'est une association qui accompagne depuis 20 ans les associations de solidarité en promouvant le bénévolat de compétences, donc une forme de solidarité et d'engagement très adaptée aux compétences et à la disponibilité des bénévoles. Nous le pensons et nous l'éprouvons depuis 20 ans. Donc, nous aidons celles et ceux qui aident les autres en mettant en relation et en accompagnant de façon unique, très humanisée, très incarnée via nos passerelles. Il y en a certaines présentes ce matin.
des bénévoles souhaitant offrir ponctuellement leurs compétences à des associations de solidarité et des associations ayant besoin de s'appuyer sur des talents extérieurs qu'elles n'ont pas en leur sein pour optimiser leur fonctionnement et ainsi mieux remplir leur mission. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, Passerelle et compétences a mis en place près de 600 missions de solidarité faisant appel à des compétences très variées en expertise métier, des ressources humaines à la finance en passant par le droit, la communication, l'informatique, le management et en gouvernance également. Donc cela est possible grâce à nos bénévoles. On en a plus de 6 700, ainsi qu'à nos antennes réparties sur tout le territoire métropolitain qui offrent un accompagnement de proximité. Alors Thierry, tu le sais, hein, on l'a bien étudié, une étude toute récente de France Bénévolat montre que si l'engagement bénévole en volume n'a pas connu de crise ces dernières années, il est en revanche en profonde et sérieuse mutation. Donc c'est le reflet de la société, de ses évolutions, l'influence de la communication et des modes de consommation, le recul des anciennes institutions structurant l'engagement collectif, et je pense notamment aux syndicats, par la crise sanitaire également. Donc les bénévoles sont toujours présents, mais ils sont en même temps plus exigeants, à la recherche de sens, désireux de voir l'utilité concrète de leur action. Donc nous, au sein de Passerelle et compétences, on propose des formes d'engagement plurielles et sur mesure, d'une réponse à une question posée sur son champ de compétences par une association à une mission d'accompagnement plus longue, toujours dans son champ de compétences. Chaque bénévole trouve son format d'engagement idéal. Donc certains de nos bénévoles s'engagent comme passerelles et font le lien entre les associations et les bénévoles. D'autres bénévoles s'engagent sur des missions d'accompagnement et accompagnent ainsi des décrocheurs scolaires, des demandeurs d'emploi, des personnes en fin de vie, et d'autres s'engagent comme administrateurs. Et c'est là tout l'intérêt de ce webinaire, et c'est dans ce cadre, car en effet, à Thierry Anne, vous présenterons notre programme bénévolat de gouvernance dans quelques instants. Et en 2020, nous avons créé ce programme pour aider les associations à renforcer leur conseil d'administration, pour offrir aux bénévoles de nouvelles opportunités d'engagement à travers des mandats d'administratrices et d'administrateurs. Donc une autre forme d'engagement vitale pour le secteur associatif, car sans bénévoles, comment revivifier son conseil d'administration ? Donc le renouvellement des dirigeants associatifs n'est pas un sujet nouveau. Vous êtes tous des acteurs associatifs et je pense que vous y êtes confrontés depuis plusieurs années. Mais la crise Covid a rendu le sujet encore plus aigu et sensible, et toutes les associations, petites et grandes, sont concernées. Et quand on sait qu'il y a environ 1,5 million d'assos actives en France en 2021, le défi semble immense. Donc de belles perspectives pour le programme bénévolat de gouvernance, le cas dans lequel ce webinaire s'inscrit aujourd'hui. Alors voilà, vous l'aurez compris, Passerelle et compétences, c'est avant tout une aventure humaine très belle, mais aussi une exigence de qualité mise au service des associations et de la solidarité. Vous retrouverez ce niveau d'exigence, de sérieux, de qualité dans le déroulé de ce séminaire. L'occasion pour moi d'ores et déjà de remercier les différents intervenants et naturellement les équipes qui ont œuvré pour cette rencontre. L'équipe bénévolat de gouvernance, naturellement, Thierry, Anne, Michel, Stéphane, merci pour votre engagement constant. Et l'équipe communication, Pascal, Claudine, Marilyn et d'autres pour les conseils et les supports techniques que vous avez apportés. Voilà très rapidement pour ne pas empiéter sur le programme Thierry. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon webinaire. Eh bien, écoute, merci beaucoup Adeline de cette introduction, de ce contexte, de l'esprit aussi dans lequel tu le positionnes. Donc, effectivement, notre rôle, nous, chez Passerelle et compétences, c'est à la fois d'aider les associations à aider à définir les besoins en bénévoles et en compétences bénévoles, et puis de susciter des vocations bénévoles pour mobiliser ces énergies au service des associations. Et le sujet de l'administrateur bénévole est très particulier, ce qui explique pourquoi on y reviendra tout à l'heure, mis au point, au fond, un programme, un process spécifique. Et on a beaucoup dialogué avec les associations depuis qu'on a lancé ce programme, mais au fond, avant même de parler de la composition du conseil et du renouvellement des administrateurs, qui est ce pourquoi nous œuvrons, il nous est apparu nécessaire de revenir finalement à la base, c'est-à-dire un conseil d'administration pour quoi faire et des administrateurs pour quoi faire. Donc, c'est-à-dire que de nos contacts avec vous est ressorti ce qu'on ressentait comme un grand besoin de pédagogie, c'est-à-dire de remettre l'église au milieu du village, le conseil d'administration pour quoi faire et l'administrateur pour quoi faire.
Et donc, d'où l'appel à nos témoins, hein, donc Karine, Charles, Pierre, Isabelle, Laurence, pour débattre de ça. Et puis, évidemment, vos contributions seront les bienvenues, puisque c'est un sujet finalement non écrit. Hein, c'est un sujet de culture orale, pas écrit, très peu écrite. Et souvent, je dis que ce sujet est un angle mort de la gouvernance. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, je vais laisser la parole donc à l'experte. Ici, tout le monde est un peu expert, mais là, en l'occurrence, la voix de la raison, Karine, hein, la voix écrite, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, merci Karine d'intervenir et de nous dire ça. Je vais partager ta présentation. Oui, ce que je ne sais pas si la présentation s'affiche. Alors, merci beaucoup, Passerelle et Compétences, de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, je suis avocate au cabinet Fidal et j'interviens dans notre pôle dédié au secteur associatif et à l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement sur les questions de gouvernance. Alors, ça va de l'organisation de la gouvernance en termes juridiques, donc les statuts, jusqu'aux questions de conflits et de responsabilité des administrateurs, ce qui, vous en conviendrez, devient un sujet d'intérêt et qu'il faut dédramatiser. Alors, on m'a demandé de vous dire à quoi sert un conseil. Très ambitieux, alors on va essayer, surtout sur le plan juridique. Alors, je vais passer très rapidement sur les constats. Ce sont des constats, j'imagine que vous faites tous, ou vous avez tous fait à un moment ou un autre, que moi je fais lorsque je rencontre des clients et qu'ils viennent me voir en me disant je ne m'en sors plus avec ces administrateurs, ou on ne trouve pas d'administrateurs, ou 2-3 administrateurs ont des responsabilités bien précises, mais les autres non. On n'arrive pas à communiquer avec les salariés. Bon, il faut qu'on travaille ça. Qu'est-ce que le droit nous dit? Alors, je pense qu'on peut passer assez rapidement, parce que vous reviendrez sans doute sur les constats. On peut, je ne sais pas si j'ai la main pour passer les slides ou pas, peut-être pas. Alors, que dit la loi? Eh bien, finalement, la loi, elle dit assez peu de choses sur la gouvernance associative, et donc rien sur le conseil d'administration. La loi de 1900, elle est très libérale. La seule obligation qu'elle prévoit, c'est de faire connaître les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration d'une association. Je reprends là littéralement l'article 5 de la loi de 1901, et vous verrez que vous voyez que dans cette définition, il n'est ni question de président, ni question d'administrateur, ni question de trésorier, rien de tout ça. On parle simplement des personnes qui sont chargées de l'administration d'une association. Ce qui veut dire qu'on a une très grande liberté. On a un très grand libre choix dans les statuts, des modalités de son fonctionnement et de sa représentation à l'égard des tiers, puisque c'est ça le rôle, en partie, on reviendra du conseil d'administration sur le plan juridique. Et on constate très souvent une gouvernance qui est duale, c'est-à-dire des élus en charge de l'administration et des cadres salariés ou mis à disposition, enfin il peut y avoir plusieurs modalités, qui sont généralement, de fait ou écrit, titulaires d'une délégation de pouvoir et de responsabilité sur un champ donné. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais nous, on ne fait pas ce qu'on veut, on est reconnu d'utilité publique, ou on intervient dans le secteur sportif, ou par exemple la santé au travail, où on a des contraintes en termes de gouvernance. Donc oui, évidemment, un certain nombre d'organisations sont contraintes d'avoir une organisation type, c'est le cas par exemple des associations reconnues d'utilité publique, ou si on explique au ministère de l'Intérieur qu'on n'a plus de président ou plus de trésorier, ça va être un peu compliqué. Mais globalement, on a quand même une très très large marge de manœuvre au vu des textes légaux. On peut passer à la seconde slide. Est-ce que j'ai la main, Thierry, pour passer les slides ou peut-être pas? Non, tu l'as pas, sauf si Anne te la donne. Mais, non, mais ça va. Non, mais Karine, je vais essayer d'être plus vif. D'accord. Alors, quel rôle pour le conseil? Alors, qu'est-ce que c'est le conseil d'administration? Juridiquement, c'est l'organe collégial qui est chargé de mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Pourquoi? Parce qu'une association, en principe, c'est un regroupement de membres, de personnes qui mettent en commun leur savoir, leurs compétences, leur envie de mener un projet commun qui se traduit dans les statuts, qui est un contrat entre eux. Et pour mettre en œuvre cette mission, eh bien, ils font appel à un certain nombre de personnes qui vont les représenter et qui vont se constituer collégialement pour prendre des décisions en commun.
Alors, qu'est-ce que ce conseil d'administration et quel est son rôle pour qu'il puisse mener à bien cette mission, donc mettre en œuvre l'objet social de l'association? Eh bien, il faut qu'on sache qui le compose, donc c'est sa composition qui doit être prévue dans les statuts, éventuellement complétée dans le règlement intérieur. Ça suppose de savoir comment on l'élit. Est-ce qu'on doit parrainer des administrateurs? Est-ce que les gens qui doivent être élus doivent être parrainés par X membres, par exemple, ou avoir une ancienneté particulière? Parfois, ils sont désignés par un groupe de membres. Bon, on est un peu moins dans un fonctionnement démocratique, mais le fonctionnement démocratique n'est pas une condition juridique de fonctionnement d'une association. Évidemment, il le faut pour un certain nombre d'associations, notamment qui font appel au mécénat. On peut les coopter. Quelle représentativité ils ont des membres? Est-ce qu'on a, par exemple, des groupes de grands électeurs qui vont élire certains administrateurs? Et évidemment, on prévoit aussi la vacance de certains postes du conseil d'administration. Tout ça, c'est pour éviter de bloquer le fonctionnement. Parce que si l'organe collégial, le conseil d'administration, ne peut pas mener à bien sa mission, eh bien, on a une difficulté et on ne peut pas réaliser l'objet de l'association. Pour savoir quel est le rôle du conseil d'administration, il faut savoir comment il fonctionne. Ça aussi, ça doit être prévu dans les statuts, les règles de convocation, de tenue des réunions, notamment est-ce qu'on peut les tenir à distance ou pas. Petite parenthèse, les conseils d'administration en visio, si ce n'était pas prévu dans les statuts, c'est terminé au 31 juillet, donc on ne peut pas les tenir. Et les assemblées générales, on doit les tenir en présentiel, sauf si les statuts prévoient autre chose. Les règles de quorum et les règles de vote. Là aussi, ces règles de fonctionnement, elles sont impératives pour que les décisions qui sont prises par ce conseil d'administration, en application des décisions générales de l'Assemblée générale et des statuts, de l'objet social, eh bien, il faut qu'elles soient régulièrement prises. Et nous, en tant qu'avocats, si on nous dit je veux contester telle décision, eh bien, c'est tout cela qu'on va regarder. Donc, les règles de fonctionnement, ce sont des règles essentielles. Et puis, évidemment, son rôle, quelle est la compétence qu'il a, quelles sont ses attributions au pouvoir. Alors, tout ça sont des termes un peu identiques, hein. Il n'y a pas de définition légale non plus, c'est les statuts qui prévoient quel est le rôle du conseil d'administration sur le plan juridique, c'est-à-dire quelles sont les décisions que cet organe a la liberté de prendre seul et qui n'ont pas besoin d'être prises en assemblée générale. Voilà, là on peut passer maintenant. Alors, les bonnes pratiques, alors c'est un peu ambitieux parce que j'imagine que Passerelle et compétences en a beaucoup. Donc moi, je vais juste évoquer les bonnes pratiques que je constate pour éviter des blocages de fonctionnement, donc éviter les strates inutiles. Là encore, je vous ai dit, la gouvernance des associations, c'est très libéral. Donc on n'est pas obligé d'avoir un conseil d'administration qui est à l'identique d'un bureau, la quasi identique, ou une assemblée générale et puis un conseil d'administration qui est identique à l'Assemblée générale. Donc, il faut travailler ces strates qui parfois font double emploi et essoufflent les administrateurs. Conserver une dimension collégiale aux organes de direction, ça c'est important. Et donc, il faut quand même si la loi de 1901, finalement, en théorie, ne prévoit que 2 personnes, bon, c'est quand même bon d'avoir un conseil d'administration collégial pour une meilleure réflexion, une meilleure prise de décision. Bon. Réfléchir à partir des seules fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Moi, je me bats, et j'imagine que Passerelle et compétences a quelque chose à dire là-dessus, sur, par exemple, des fonctions de trésorier qui finalement ne recouvrent rien, ou des fonctions de secrétaire qui sont attribuées à des personnes qui ont des phobies administratives. Donc, inutile de créer des postes historiques, parce que c'est comme ça dans les associations, si ça ne correspond pas à une réalité et surtout pas aux appétences des administrateurs. Veiller à ce que chaque fonction statutaire corresponde bien dans les faits à une fonction utile et réellement exercée, c'est un peu la même chose, et qui ne concurrence pas celle dédiée aux salariés, et assurer une répartition des rôles pertinente entre élus et cadres salariés. Je pense qu'on pourra en parler des heures de ce sujet, mais c'est quand même important de bien réfléchir. Un trésorier n'est pas nécessairement là pour tenir la comptabilité. Il est peut-être là pour donner un avis sur des placements, faire le lien entre le DAF peut-être ou l'équipe salariée et le CA, mais pas pour tenir la comptabilité. Ce n'est pas son travail, ce n'est pas son métier, ce n'est pas pour ça qu'il a été élu. Ne pas hésiter à introduire la souplesse pour favoriser l'adaptabilité, notamment dans les modalités de réunion. On peut maintenant intégrer dans ces statuts, et vous l'avez peut-être fait, des modalités de tenue à distance des conseils d'administration. Il ne faut pas le faire systématiquement parce qu'on est tous fatigués des écrans. Néanmoins, on a constaté pendant le Covid que c'est quand même un mode de fonctionnement qui permet parfois une meilleure participation. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et puis, très important, gérer les situations de vacances ou d'empêchement.
On n'y pense pas toujours, et on l'a vu aussi pendant le Covid, hein, c'était parfois compliqué. On n'a plus de président du jour au lendemain, le conseil est voilà, totalement empêché, les gens démissionnent, ils ont d'autres choses à faire. Il faut prévoir ces situations parce que là aussi, la conséquence, c'est que si le conseil d'administration ne peut pas prendre de décision, en théorie, on est obligé de faire nommer un administrateur judiciaire pour prendre les décisions, reconstituer un CA. Donc, il faut prévoir tous ces mécanismes et ces bonnes pratiques, il faut qu'elles figurent dans les statuts, voire dans le règlement intérieur. On va passer, je crois, à voilà, le rôle. Alors, les administrateurs, pourquoi faire? Là aussi, c'est très ambitieux de me demander à quoi ça sert. Donc, je m'en tiendrai aux questions juridiques. Et les administrateurs, à quoi ça sert? Eh bien, juridiquement, c'est le dirigeant de l'association. On parle parfois de dirigeant légal. Alors, il n'y a pas de dirigeant légal dans une association. Je me réfère à mon premier slide, simplement des personnes qui sont chargées de l'administration. Donc, c'est un dirigeant de droit. C'est celui qui incarne la personne morale. Sur le plan juridique, c'est un mandataire. Lorsque vous donnez une procuration à quelqu'un, vous donnez un mandat. Eh bien, lorsque les membres désignent, élisent, peu importe les modalités, des administrateurs, ils leur donnent le mandat de les représenter. Ça veut dire que quand on a un mandat, eh bien, on agit pour le compte de la personne, on agit pour le compte de l'association. Corrélativement, quand on fait quelque chose pour quelqu'un, eh bien, on a des responsabilités à la clé, civiles, pénales, sociales, financières. Alors ça, vous allez me dire, oh là là, ça y est, c'est l'avocat, elle brandit des mots qui font très peur. Bon, il faut le savoir, hein, il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher. Le mandataire est responsable de ce qu'il fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, sans doute, beaucoup d'entre vous participent à tout un tas de webinaires pour apprendre les bonnes pratiques, pour apprendre comment bien remplir son rôle. Il ne faut pas en avoir peur. Hein. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui très connues et courantes. Il faut savoir les gérer. C'est pour ça qu'on a justement très souvent cette réflexion sur l'articulation entre les élus et les salariés. Mais c'est important de le savoir. En pratique, il faut savoir aussi que, évidemment, la responsabilité d'un administrateur bénévole, que sont la plupart d'entre vous, même si certains peuvent être rémunérés, ça ne change pas le caractère bénévole de l'engagement des associations, des administrateurs d'associations. La responsabilité d'un administrateur bénévole sera toujours appréciée, évidemment, de manière plus indulgente que d'un administrateur de société, par exemple. Néanmoins, aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet, donc il faut s'en préoccuper et notamment voilà, organiser cette gouvernance quand vous avez des salariés et surtout quand vous avez plusieurs salariés, voire des cadres élus, eh bien, il faut organiser les choses par un système de délégation et autres pour prévenir la direction de fait. C'est-à-dire qu'il faut que le rôle de l'administrateur soit quand même réel et articulé avec celui des salariés. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, le rôle, encore une fois, juridique, hein, c'est animer le conseil d'administration. Évidemment, le rôle est différent selon qu'on est membre du bureau ou simple administrateur. Hein. Alors, j'ai mis entre guillemets, ce n'est pas péjoratif. Et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, on n'a pas de rôle défini pour les administrateurs. Aujourd'hui, on peut travailler ça. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le vice-président chargé du mécénat. Donc, on peut vraiment travailler ça. Mais animer le CA, ce n'est pas simplement le président qui décide ou la présidente qui décide et qui anime. Hein. C'est vraiment un travail collectif. Donc, moi, à mon niveau, sur le plan juridique, l'important, c'est de savoir dans les statuts quel est le rôle individuel de chaque administrateur et quelle est sa participation dans le conseil d'administration. C'est participer à l'élaboration du projet associatif et le faire évoluer. On se doute bien que ce n'est pas une fois par an les membres qui vont décider de l'évolution du projet associatif. Hein, donc, c'est vraiment un rôle moteur des administrateurs sur ce plan-là. C'est réaliser la cartographie des risques. Alors, la réaliser eux-mêmes, la faire réaliser, bien sûr. En tout cas, se préoccuper de ce sujet qui aujourd'hui est vraiment d'actualité. Là aussi, hein, ce n'est pas une usine à gaz. Hein. Parfois, on me dit, mais attendez, moi, une cartographie des risques, je ne veux pas faire appel à un cabinet de conseil, ça me coûtait trop cher, je n'ai pas les moyens. Cartographie des risques, c'est tout. Hein. C'est véritablement, ça peut être au stade du conseil d'administration, identifier les risques qui nous apparaissent importants. Donc, ce n'est pas nécessairement un travail important. En revanche, même si la responsabilité d'un bénévole sera toujours appréciée de manière plus indulgente que celle d'un administrateur d'entreprise, de société, on ne comprendra pas non plus qu'on ait eu des œillères sur les risques les plus évidents. Et puis, plan de gestion de ces risques réalistes, hein, adaptés à la structure. Ça, c'est le rôle des administrateurs d'impulser ça.
et de se dire qu'il faut mettre les moyens sur ce point. Karine, nous avons une question dans le chat. Oui. Pouvez-vous nous donner des exemples de risques? Alors, quand vous êtes association qui emploie des salariés, vous êtes soumis à toute la réglementation du droit social, la prévention des risques de la santé physique, mentale de vos salariés. La particularité des associations, c'est que, évidemment, vous faites appel à des bénévoles. Donc, vous avez aussi cette responsabilité qui sort du cadre du droit social. Mais comment on s'assure que quand on fait intervenir un bénévole, on le fait intervenir en toute sécurité, qu'il n'est pas soumis à des risques d'agression ou à des risques sur la route lorsqu'il prend sa voiture. Et puis, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous vous adressez à des publics dits vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de précarité. Donc, l'administrateur a aussi un risque à ce niveau-là. Et tous ces risques, ce sont des risques de responsabilité civile, mais également pénale, de ne pas avoir mis tous les moyens en œuvre pour bien assurer sa mission. Le plan de gestion des risques, ça veut dire que parfois, on renonce à certaines activités parce qu'on se dit, je n'ai pas les moyens de faire ça, en fait. Je n'ai pas les moyens d'envoyer en toute sécurité dans la rue ou sur un terrain un peu à risque mes bénévoles ou mes salariés, et donc je renonce à mon activité. Donc ça va jusque-là. C'est aussi, la responsabilité financière, c'est un peu plus à la marge, hein, mais quand vous gérez des fonds publics, des subventions ou des dons reçus des particuliers, eh bien, vous êtes responsable en tant qu'administrateur si les fonds ne sont pas bien engagés. Bien sûr, vous êtes toujours la responsabilité de la structure, de l'association, mais ce sont des responsabilités qui peuvent aussi engager la responsabilité personnelle des administrateurs. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, juste peut-être un tout petit peu avant, donc prévenir les risques en déléguant, ça je l'ai dit, mais ça c'est vraiment important. C'est-à-dire quel est le domaine d'autonomie que je vais donner à mes salariés, et le rôle de l'administrateur, c'est de s'assurer qu'il a bien les moyens de le faire, qu'il est bien formé, que financièrement il a cette autonomie. Et aujourd'hui, autre sujet, c'est aussi se préoccuper des conflits d'intérêts. Je suis administrateur d'une association, mais est-ce que je suis aussi dirigeant d'une société prestataire de l'association? Est-ce que j'ai plusieurs mandats dans des différentes structures et que c'est en conflit parce qu'elles ne sont pas sur le même champ? Donc ça, c'est un sujet qui aujourd'hui fait l'objet de beaucoup d'attention, notamment du droit en confiance, la Cour des comptes, de toutes ces structures qui peuvent contrôler vos associations. Et dernier rôle de l'administrateur, sur le plan juridique, c'est vérifier la couverture assurance, celle de l'association, mais également la sienne. Il y a aujourd'hui des couvertures d'assurance justement pour prendre en charge une partie des conséquences, notamment financières, de sa mise en cause de responsabilité. Donc, n'hésitez pas, surtout vérifiez si vos associations font l'objet de cette couverture d'assurance. Alors, très rapidement, quels sont les sujets juridiques auxquels on doit s'attacher? Bien sûr, il faut travailler son image d'association, donc la sécurité économique. Est-ce que j'ai les moyens de réaliser les missions que je mets en œuvre? Juridique, est-ce que je le fais de manière sécurisée? Et en fonction de mon activité, eh bien, j'ai des contraintes juridiques différentes. Et fiscale, si je fais appel au mécénat, est-ce que je suis bien éligible au mécénat? Donc tout ça fait partie des sujets qui sont traités dans le projet associatif. Il n'y a pas que ça, mais il faut le faire. Évidemment, des statuts et un règlement intérieur précis et adapté. La formalisation dans les PV des différents organes, ça c'est très important pour assurer la sécurité des décisions qui sont prises et la traçabilité, parce qu'un conseil d'administration, ça peut évoluer, donc il faut qu'on ait la trace de ce qui s'est passé. La complémentarité entre la direction élue et salarié, là encore, je sais, on pourra en parler très longuement, mais il faut travailler ce binôme très important pour assurer la sécurité juridique et le confort de fonctionnement de la structure et des administrateurs. Et une communication efficace et cohérente avec l'organisation juridique. Ça va jusque-là, le juridique. Quand vous avez un contrôle d'une structure pour savoir si votre organisation fonctionne bien et qu'on va s'adresser à vous, Madame la Présidente, Monsieur le Président, pour savoir si tout est en ordre, sachez qu'une des premières choses qui vont être faites, c'est regarder le site Internet, les rapports d'activité. Donc, toute cette communication, elle doit être efficace et cohérente avec l'organisation juridique que vous avez mise en œuvre. Voilà quelques éléments sur le plan juridique. Je crois qu'il y a des questions. Il y a beaucoup de questions, des questions simples, des questions moins simples. Alors, si les statuts ne le prévoient pas, les CA ne peuvent plus se tenir en visio après le 31 juillet. Effectivement, c'est le cas. La loi qui dérogeait
au fonctionnement des statuts expire au 31 juillet et elle ne sera ne sera pas prolongée puisque la situation sanitaire ne justifie pas ces mesures dérogatoires. Alors, cette question m'est parfois posée. Ce qui est embêtant, c'est que bien sûr, vous pouvez toujours connecter des personnes en visio à une réunion physique. Mais en fait, la conséquence, c'est que ces personnes ne seront pas comptées dans le quorum, elles n'ont pas le droit de voter. En réalité, elles assistent comme spectateurs, mais elles ne participent pas juridiquement au fonctionnement du conseil d'administration. Donc, je vous invite, si vous voulez pérenniser ce mécanisme, il faut l'intégrer dans vos statuts. La fonction de trésorier d'association est-elle obligatoire? Eh bien, non. Donc, trésorier, le terme trésorier n'est pas dans la loi de 1901, il n'est pas obligatoire. Alors après, si on rentre un petit peu dans le détail, en termes de bon fonctionnement de l'association, il est bon d'avoir des fonctions distinctes d'ordonnancement et après on rentre dans des questions de sécurité financière. Néanmoins, cette fonction n'est pas obligatoire. Et elle n'a d'intérêt, à mon sens, que si le trésorier est quelqu'un qui a une appétence pour les chiffres et qui assure cette liaison entre l'équipe salariée et le CA, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous parlez de responsabilité civile et pénale de l'association. N'y a-t-il pas une différence entre la responsabilité du président et celle des administrateurs? Bien sûr que oui, puisque généralement, le président a plus de pouvoirs propres. Il a parfois des pouvoirs au niveau droit social. Il a le pouvoir de prendre des décisions seul et surtout il engage la personne morale. Donc bien sûr, il y en a un peu plus. Néanmoins, il ne faut pas négliger celle des administrateurs parce que quand vos statuts prévoient des décisions quasi unanimement collégiales, parce que vous avez parfois des statuts dans lesquels les présidents ont très très peu de pouvoir, eh bien c'est le conseil d'administration qui peut être collégialement recherché s'il n'a pas agi ou si au contraire il a pris des décisions qui causent un préjudice à l'association ou à des tiers ou à des salariés. Donc, c'est vraiment l'importance des statuts, elle est vraiment à ne pas négliger parce que c'est elle qui va cadrer le rôle des administrateurs collégialement ou des administrateurs à titre individuel. Les réunions du CA et l'AG à distance sont-elles légales et à quelles conditions? Je crois que j'ai répondu. Alors, les AG, il n'y a pas de distanciel. Hein. Ça n'a pas été étendu par la loi ni par le gouvernement. Et le trésorier peut-il être tenu responsable sur ses fonds personnels? Ça dépend aussi de ses pouvoirs. Alors, sur les fonds personnels, oui, à titre personnel, sur le plan pénal, donc c'est assez rare que le trésorier soit tenu sur ses fonds personnels, sauf si c'est rendu coupable de harcèlement envers les salariés ou les bénévoles. Ce n'est quand même pas des cas très fréquents. Oui, très, très, très à la marge, puisque pour que sur le plan financier, on ait une responsabilité, il faut quasiment que l'association soit en liquidation judiciaire, hein, pour faire court. Donc, c'est assez rare aussi. En revanche, si c'est par exemple porté caution à titre personnel, bon, là c'est aussi un cas assez anecdotique, mais je l'ai déjà rencontré. Là, évidemment, il sera tenu sur ses fonds personnels. Un membre du CA peut-il être rémunéré par l'association pour des activités particulières de l'association? Alors oui, mais je mettrai beaucoup de guillemets, je ne vais pas trop évoquer ce sujet qui est aujourd'hui une grosse préoccupation, mais oui, en respectant les règles autorisées par l'administration fiscale avec des plafonds, et si ce sont des activités hors de son mandat de membre du conseil d'administration, il faut là aussi être très vigilant, c'est considéré comme une convention réglementée, et il faut faire preuve de transparence, il faut être très clair sur les activités particulières qui lui sont allouées, par exemple, tenue du site internet ou autre. Voilà, c'est un sujet en soi, donc je ne peux pas y répondre trop longuement. J'avais plutôt le sentiment que le CA donnait une orientation à l'association, une vision. Ce n'est pas vraiment évoqué si l'on réduit à la mise en œuvre des décisions de CA. Qu'en est-il? Alors, encore une fois, je vous ai dit, je réponds sur le plan juridique. Donc, juridiquement, l'Assemblée générale prend des décisions ou en tout cas voilà, donne éventuellement une orientation. Le conseil d'administration doit appliquer. En pratique, évidemment, c'est le CA qui généralement définit tout ça, parce qu'on est dans un cadre plus restreint. Mais sur le plan juridique, il est mandataire. Ils sont mandataires, les administrateurs, et l'organe collégial est collégialement mandataire des décisions de l'Assemblée générale. Voilà, ça c'est sur le plan juridique. Sur le plan pratique, encore une fois, le CA, évidemment, est le lieu d'impulser toutes ces orientations. Et aussi, ça dépend de la rédaction de vos statuts, ce qui est prévu statutairement. Je pense que ça, c'est une question illustrée tout à l'heure par le témoignage des diverses associations qui sont présentes. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout.
Non, il y a encore des questions sur la partie discussion, mais peut-être, Karine, on va peut-être s'arrêter là. Oui, comme vous me dites. On est d'accord. Comme d'habitude, c'est d'une grande clarté. Merci beaucoup. Des réponses aux questions très, très claires également. Donc, ça pose bien une partie du problème. Ça rappelle bien les fondamentaux, comme je le disais tout à l'heure. Et comme l'incitait la dernière question, d'ailleurs, on voit bien que les fondamentaux ne sont pas suffisants, puisque le conseil d'administration a un rôle qui va bien au-delà de la partie juridique. C'est peut-être aussi ce qu'on va commencer à discuter maintenant. Anne, il y a des remarques techniques. Les participants ne voient pas les mains levées, la discussion. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose ou pas. On n'autorise pas les mains levées parce que c'est compliqué d'avoir des questions orales. Par contre, vous avez une possibilité d'écrire vos questions dans le Q et R, dans le petit… D'accord. Ce qui nous facilite les réponses. Merci Anne. Donc, nous allons passer à la deuxième partie qui est de parler un petit peu de ce programme bénévolat de gouvernance. Donc, le trait d'union, par définition, c'est le conseil d'administration, c'est les administrateurs, c'est le renouvellement des administrateurs et pour renouveler ces administrateurs et aider les conseils, les présidents des conseils à renouveler ces administrateurs. Donc, on a été amené à créer un programme spécifique parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne recherche pas des bénévoles administrateurs comme on recherche des compétences classiques. Et si on recherche des bénévoles administrateurs comme des bénévoles de compétences classiques, il faut reconnaître qu'on se plante souvent, on déçoit, on ne trouve pas les bonnes personnes et où elles ne restent pas dans l'association. D'où l'idée d'un programme un peu spécifique. Juste pour réintroduire cela, et c'est assez complémentaire de ce que disait Karine. Donc, nos dialogues avec les associations, avec les présidents, avec les conseils d'administration font qu'on observe de très nombreux cas. Bon, il y a, Adeline disait, il y a 1 500 000 associations en France, mais il y en a 200 000 qui ont à voir avec la solidarité et elles ont des profils extrêmement différents. Et souvent, je dis qu'il y a autant de conseils d'administration qu'il y a d'associations de solidarité. Néanmoins, on identifie, en caricaturant, un certain nombre de cas que vous retrouvez peut-être. Donc, beaucoup d'associations sans salariés, on sait que c'est une majorité. Hein, donc, le conseil d'administration est une communauté de bénévoles de terrain qui sont liés aux bénéficiaires souvent et où le bureau est l'instance opérationnelle. Et le conseil d'administration fait tout. Donc, ce cas est très fréquent et on voit bien qu'il est très loin de la définition strictement juridique que nous voyons avec Karine. Il y a les associations avec une délégation générale très structurée, des salariés, et où le conseil d'administration, lui, est à vocation stratégique, la vision, le projet associatif, le contrôle de l'opérationnel, mais avec des personnalités externes, plus ou moins impliquées et très éloignées du terrain. Et puis au milieu de ces extrêmes, alors ça arrive, une association dont le président, c'est le PDG, hein, donc il est président fondateur, délégué général, et il fait tout. Et le conseil d'administration est une chambre d'enregistrement. Je caricature un tout petit peu, mais je pense qu'on retrouve ici des cas relativement familiers. Dans nos constats, voilà encore un certain nombre de cas qu'on voit souvent. Alors, ils ont l'air très négatifs comme ça, mais souvent, je dis que la composition du conseil, de même que l'animation du conseil, qui va souvent avec, c'est l'angle mort de la gouvernance associative. Donc, on reconnaît ces cas-là, hein, des mandats trop longtemps renouvelés, des moyennes d'âge élevées, des administrateurs qui peuvent être usés, des conseils d'administration sans recul, où la priorité est donnée à la vie de l'association, ce qui est normal, surtout au moment du Covid, des conseils non animés, des conseils qui sont chambres d'enregistrement, on en parlait, des conseils qui n'ont pas évolué. Cette notion est extrêmement importante. Pas en phase avec les enjeux du projet associatif et du plan stratégique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un conseil, il est évolutif, il doit être en phase avec la vie de l'association. Des conseils sans anticipation de succession, notamment du président. J'ai une AG dans 3 mois. Est-ce que vous pouvez me trouver un président? Des conseils sous-utilisés parce que les rôles ne sont pas répartis ni définis. Et ce que disait Karine sur l'importance des statuts, justement pour réfléchir à ça, est extrêmement grande.
une surconcentration de l'activité et des pouvoirs sur le président et un membre du bureau. Et donc, il n'y a que 2 personnes qui travaillent et les autres ne travaillent pas. Comment faire travailler les autres? Pas forcément une réflexion sur le nombre d'administrateurs idéal par rapport au projet associatif. Une déconnexion entre les compétences des dirigeants salariés et des élus. Et au passage, dans les contacts que nous avons avec les associations concernant le programme bénévolat de gouvernance, la moitié des demandes que nous avons viennent des délégués généraux des associations et non pas des présidents. Et c'est les délégués généraux qui appellent au secours, qui nous appellent au secours en disant « Alerte, notre conseil n'est pas à la hauteur, comment on pourrait faire ?» Donc la moitié des demandes que nous avons ne vient pas des présidents, mais elle vient des DG. Et un engagement à vie à temps plein, et évidemment, tout cela a une difficulté à attirer de nouveaux administrateurs. Donc ça, c'est quand même des constats qu'on fait de manière relativement fréquente. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, notre vocation, c'est de vous aider. Donc, c'est de vous aider à faire le bon diagnostic pour définir les bonnes feuilles de route et trouver les bons bénévoles, entre guillemets bons. D'où le programme Bénévolat de gouvernance qu'on a lancé donc en septembre 2020 et qui a vocation à aider les présidents et les conseils d'administration, présidentes, à réfléchir à la composition du conseil pour bien renouveler ces administrateurs qui sont évidemment clés pour les associations. Et avec une conviction, une première conviction née du terrain, qui est que moi j'estime que la première ressource d'une association de solidarité, c'est son conseil d'administration. Alors la deuxième conviction, elle est propre à Passerelle et Compétences, c'est que nous, par définition, on croit que la seule énergie inépuisable, c'est celle des bénévoles, et que les bénévoles, ils demandent qu'à être stimulés. Donc la vocation du programme, elle est double. Elle est d'accompagner les associations au renouvellement et à la recherche de leurs administrateurs, comme on l'a dit, mais elle est aussi de susciter des vocations, c'est-à-dire de promouvoir le bénévolat de gouvernance comme une forme de bénévolat de compétences, c'est du bénévolat de compétences, et de promouvoir une forme d'engagement qui a un format différent d'un bénévole de compétences classique, mais qui donne des récompenses incroyables à celui ou celle qui s'engage comme administrateur ou administratif. Donc voilà un petit peu l'essence de notre programme. Donc je vais laisser Anne assez rapidement vous expliquer le process, de toute façon, on garde du temps pour, évidemment, la partie créative, entre guillemets, de ce webinaire, qui sera le débat. Anne, je te laisse. Tu mets en plein écran? Oui, j'essaie. Désolée, je vais y arriver. Voilà, donc le programme bénévolat de gouvernance, de quoi s'agit-il? C'est en fait un process en 2 phases. Une première phase qui est celle d'analyse du besoin, dont l'objectif va être d'abord de se comprendre entre les passerelles bénévolat de gouvernance et l'association. Donc, Passerelle et Compétences va analyser les éléments nécessaires pour réussir la mission, qu'on appelle les prérequis, et puis surtout mobiliser le président et le conseil d'administration. C'est une démarche qui doit être collective au sein du conseil d'administration. Le deuxième temps de cette première phase va nous permettre de définir exactement ce que l'on cherche. En passant par un moment, on va dire une réunion d'évaluation de la composition du conseil au moyen d'un outil de diagnostic que nous avons développé. Ce diagnostic va permettre aux passerelles et compétences et aux membres du conseil d'administration de définir les profils souhaités et de rédiger une fiche de mission. Cette phase d'analyse du besoin nous permet ensuite de chercher et de trouver l'administrateur qui a été défini. Donc, lors de cette phase 2,
moment de la recherche va être fait par les passerelles et compétences, avec rédaction de l'annonce, validation de l'annonce par l'association et une recherche multicadale, donc sur plusieurs secteurs, plusieurs possibilités pour publier cette annonce. Ensuite, les bénévoles de passerelles et compétences réalisent les entretiens avec les candidats et présentent les candidats recommandés au conseil d'administration. Lors du temps 4, le conseil d'administration doit valider les candidats sélectionnés par passerelles et compétences et bien sûr, le candidat administrateur doit accepter le mandat qui lui est proposé. Et enfin, arrive la phase d'accueil, de formation, afin de permettre l'intégration la plus complète des candidats cooptés par le Conseil. Et c'est à ce moment-là que la mission de passerelles et compétences est terminée. Donc, c'est une mission longue qui s'étale dans le temps parce qu'on ne peut pas tout faire en un mois. Il faut le temps de la maturation et du... quels sont les moyens que l'on déploie pour mettre en œuvre ces missions de bénévolat de gouvernance? Tout d'abord, elles sont conduites comme toutes les missions, dans tous les cas, dans toutes les missions, elles sont conduites par un binôme de bénévoles qui sont des passerelles formées, qui font partie d'antennes, passerelles et compétences, donc qui sont au plus proche des associations. Et ces bénévoles ainsi que les associations qui sont accompagnées ont accès à un ensemble de fiches thématiques et de documents qui leur permettent de mieux comprendre les différentes phases de la mission et d'avoir des compléments d'information. Cette équipe est soutenue par, bien sûr, l'équipe bénévolat de gouvernance, l'équipe passerelles et compétences dans son ensemble, un comité process et bonnes pratiques, et puis nous sommes aidés par l'existence de nombreux partenariats qui ont été mis en place depuis la création du programme. Par exemple, les partenariats avec l'IFA, l'Institut français des administrateurs, avec l'Institut IDEAS, avec diverses associations d'anciens élèves, Sciences Po Alumni, l'EDEC Alumni et d'autres, l'association Le French Impact, l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, ou la FONDA. Voilà, ce sont quelques exemples, mais il y en a d'autres. Ce programme a fait ses preuves. Depuis le démarrage, donc depuis 18 mois, plus de 70 associations ont été accompagnées. Alors, on en a cité ici quelques-unes. Donc, vous voyez, il y a eu l'Union nationale des aides et soins à domicile, France Parrainage, Lecture Jeunesse, Croix-Rouge Insertion, Habitat et Humanisme, Plan International France ou France Alzheimer. Ce sont des associations très diverses et qui sont réparties dans des régions différentes. Et pour terminer, je voudrais juste vous présenter quelques raisons, les pourquoi les bénévoles de passerelles et compétences se mobilisent sur ce programme bénévolat de gouvernance. En fait, la première raison, c'est d'augmenter l'impact des associations accompagnées. Puisqu'on va renforcer leur conseil d'administration, on sait que ça va leur permettre de mieux fonctionner et de travailler mieux pour leurs bénéficiaires. La deuxième raison est, au fil du temps, d'établir un corpus de bonnes pratiques de gouvernance qui est ouvert à toutes les associations de solidarité, toutes les associations qui travaillent avec passerelles et compétences. La troisième raison est de promouvoir le bénévolat de gouvernance et d'offrir à de nouvelles personnes, de nouveaux citoyens, des opportunités d'engagement qui vont mettre en avant leurs compétences professionnelles et leur savoir-être personnel.
Et enfin, la quatrième raison, c'est de promouvoir le développement du capital humain et donc la parité et la diversité, bien sûr. Merci Anne. Merci d'avoir fait vite sur la description de ce programme, qui est un programme assez riche. On va peut-être arrêter de partager et on va maintenant passer au dialogue, à l'écoute de nos grands témoins, donc Charles, Pierre, Isabelle et Laurence. On répondra peut-être aux questions après. Et donc, de nouveau, merci à nos témoins d'être là et de jouer le jeu de cet entretien. Alors, j'ai un certain nombre de questions pour vous et sans doute que les personnes inscrites en auront d'autres. Et peut-être qu'on va peut-être au début faire à tour de rôle, puis après, ça ne sera peut-être pas comme ça, mais pour que chacun apporte son témoignage. Et évidemment, ma première question est à chacun d'entre vous, c'est quel rôle. Alors, on a vu de nouveau la base, la juridique, etc., etc. Mais on sait que la réalité, elle n'est pas comme ça. Donc, quel rôle joue actuellement mon conseil d'administration pour mon association? Et surtout, quel rôle je voudrais qu'il joue mieux? Donc, si vous voulez bien essayer de répondre pour chacune de vos structures, je sais que les réponses ne sont pas les mêmes. Et peut-être que vous pouvez avoir la gentillesse peut-être de redire un mot très, très bref sur le projet de votre association et peut-être quelques éléments clés qui seraient utiles aussi pour comprendre le pourquoi de ce rôle tel que vous le souhaitez. Qui veut commencer? Moi, je peux. Allez. Moi, je veux bien. Donc, Charles Raymond, je suis secrétaire d'une association qui a 50 ans, qui s'appelle Lilo, et qui s'occupe de réinsertion du public justice principalement, c'est-à-dire, pour être clair, d'anciens détenus, pour une bonne partie, et aussi de gens qui sont en lien, qui ont des galères, entre guillemets, avec la justice. Donc, 50 ans, c'est une PME. Il y a 100 salariés permanents, une quarantaine de bénévoles. Donc, la structure n'est pas celle d'une association très abondante en bénévoles, mais c'est une structure, au contraire, de 100 salariés permanents. Et il y a un budget de 8 à 9 millions d'euros. Il y a 7 établissements à Paris, en Île-de-France, en Picardie et dans le Var, et des établissements dans lesquels on héberge, on forme et on soigne. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur l'association à ce stade parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a un conseil d'administration qui est en train d'évoluer énormément et on vient de faire appel à Passerelle et Compétences pour nous aider justement parce que cette association est à un virage et notamment un virage stratégique. Lilo n'est pas assez connu, a une notoriété faible alors que Lilo a une excellente réputation dans les cercles qui la connaissent, y compris administratifs, le monde judiciaire, l'administration pénitentiaire, etc. Et donc, on a un plan de développement assez ambitieux. Et donc, on a un conseil d'administration qui est peut-être un peu arrivé à la fin d'un cycle là, et qu'il faut maintenant renouveler, rénover dans ses méthodes, rénover aussi en partie dans sa composition. Enfin, tout cela est en cours. Et on en parlera sûrement un peu plus tard quand on parlera de la composition du CA. Et aujourd'hui, ce conseil d'administration, il joue un rôle un petit peu atypique, c'est-à-dire que Lilo organise toutes les 3 semaines une réunion de bureau dite élargie avec tous les membres du conseil d'administration qui sont invités et ceux qui peuvent venir et sont disponibles viennent. Autrement dit, tous les administrateurs engagés se rencontrent toutes les 3 semaines. Alors, ça peut paraître lourd comme ça. En fait, ça a donné à cette association, c'est un lieu d'échange d'informations extraordinaire, un lieu de réflexion collective extraordinaire et un lieu aussi de connaissance par les administrateurs de ce qui se fait concrètement dans l'association qui est assez atypique. Parce que le problème de beaucoup d'administrateurs, c'est qu'ils sont un petit peu déconnectés du concret, du quotidien, des opérationnels, etc. Ça a aussi des inconvénients sur la disponibilité des gens, bien sûr, et aussi sur un rôle, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard, qui est un peu délicat de bien trouver la bonne mesure, la bonne distance entre le rôle de l'administrateur et le rôle opérationnel. Mais ça, c'était en filigrane déjà dans la présentation qui a été faite, et je peux vous dire que c'est aussi un sujet auquel on s'est heurté, car nos administrateurs sont tous, à titre personnel, impliqués dans tel ou tel chantier particulier de l'association.
donc en lien avec des opérationnels. Voilà. Alors, ça, c'est le rôle d'aujourd'hui, donc un rôle d'info, d'échange d'infos, de réflexion et de décision, bien sûr. Et puis, pour moi, le rôle que je souhaiterais pousser, développer pour notre conseil, c'est un rôle davantage contrôlant. On a parlé de cartographie des risques, tout ça, on a ça à l'ILO, bien sûr, mais on a quand même des tas de sujets où, à mon avis, le conseil pourrait améliorer son contrôle par rapport à ce qui se fait à l'intérieur de l'association et un rôle de prescripteur à l'extérieur, que ce soit par le fait d'actionner ces réseaux, le fait de participer davantage aux actions de levée de fonds et le fait aussi de pouvoir développer des partenariats, des partenariats, quelle qu'en soit leur forme. Hein. Ça peut être du partenariat jusqu'à d'opérations de croissance externe, mais enfin, peu importe le rapprochement avec d'autres entités. Et ça, ce rôle-là devrait être, de mon point de vue, développé à l'ILO. Voilà, je ne veux pas prendre trop de temps, donc je donne la parole et je réponds bien sûr à des questions. Non, mais c'est déjà le témoignage d'un rôle à multiples dimensions et d'un changement de braquet aussi oui. entre l'ancien conseil, l'ancienne animation du conseil et puis le nouveau conseil. Je trouve ça assez impressionnant. Qui veut prendre la suite de Charles? Isabelle, Laurence? Je peux, oui, si vous voulez. Isabelle Pianet, donc Femmes et sciences. Femmes et sciences, voilà. Alors, quelques mots sur l'association. Donc, c'est une association qui a 21 ans, elle a été créée en 2000 et dont l'objectif a été enfin, triple en fait. Le premier est de promouvoir les sciences auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, suite finalement à des enquêtes qui ont montré qu'effectivement, il y avait très peu de femmes qui avaient envie d'aller s'engager vers les sciences. Donc, l'idée, c'est donc de promouvoir ça auprès des jeunes et des jeunes filles en particulier, de promouvoir les femmes scientifiques également, qui sont, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais souvent un peu mises dans l'ombre. Donc, c'est important aussi de montrer qu'elles ont un rôle important dans la société, voilà. Et le troisième, c'est effectivement de créer aussi un réseau d'entraide entre les différentes personnes scientifiques. Alors, c'est une association qui est en pleine croissance. Alors, je veux dire, c'est à la fois bien et pas bien, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des problèmes qui existent toujours, voilà. Et bon, sans surprise, on a quand même une majorité de femmes, hein, puisqu'on n'a que 5% d'hommes qui se sentent concernés par, malgré tout, hein, qui se sentent concernés par l'action de l'association. Voilà. Pour présenter, en fait, on est donc à peu près 400 membres répartis sur l'ensemble du territoire et on a effectivement plusieurs niveaux d'intervention. C'est-à-dire qu'évidemment, on est très présente sur le terrain, hein, parce que l'idée, c'est quand même d'aller présenter, par exemple, des métiers scientifiques auprès des collégiens, des lycéens et des écoles, des plus jeunes, même des enfants, à la fois dans les collèges, dans les lycées, mais aussi à l'occasion de forums, etc. Donc, on est répartis un peu sur l'ensemble du territoire national, d'une part, et l'autre aspect, c'est qu'on a effectivement un conseil d'administration qui, lui, n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des personnes sur l'ensemble du territoire, mais qu'on a voulu travailler justement suite à un audit qu'on avait fait avec Passerelle et Compétences il y a plus d'1 an et qui nous avait un peu engagés sur une réflexion. Et alors, par rapport à ce que racontait tout à l'heure Anne, c'était vraiment la première phase, c'est-à-dire voilà, à quoi on veut que notre conseil d'administration ressemble, etc. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'actions sur le terrain qui se font, plein d'innovations, de plus en plus de jeunes qui interviennent. Et donc, voilà, on essayait de restructurer tout ça et c'est comme ça qu'on a fait appel à votre association Passerelle et Compétences. Donc, ça fait 1 an qu'on a mis en place un conseil d'administration qui est composé en fait de 15 titulaires et de 15 suppléantes. On ne peut pas faire plus, hein. Voilà. Et dans lequel on a évidemment les membres du bureau et aussi des personnes qui vont être amenées à travailler sur différents thèmes qui nous intéressent au niveau de l'association.
Alors, préoccupation principale, pardon de t'interrompre, mais oui. votre préoccupation principale en termes de quel rôle doit jouer le conseil d'administration dans cette évolution que tu as menée, que vous avez menée, c'était quel objectif? Ben, l'objectif, c'était effectivement de restructurer un petit peu toutes les bonnes volontés qui se trouvent sur le terrain, avec plein de nouvelles idées, et d'essayer d'en faire quelque chose que tout le monde puisse voir et adapter, effectivement. Parce qu'on avait l'impression, si vous voulez, que chaque nouvelle recrue avait envie de réinventer finalement le fil à couper le beurre. Donc bon, voilà, on a voulu quand même fédérer un petit peu toutes ces forces pour éviter justement qu'on recommence toujours toutes les mêmes choses. Et alors, au niveau de ce conseil d'administration, effectivement, on a les membres du bureau. Et les membres du bureau qui gèrent quand même beaucoup le quotidien de l'association, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a, nous, une salariée à temps partiel, 16 heures par semaine, donc qui s'occupe juste vraiment voilà, d'un minimum de choses, et donc tout le reste est fait par l'ensemble du bureau, c'est-à-dire les réponses à des questions, les sollicitations, les partenariats qu'on peut monter, etc. Donc, c'est une charge relativement lourde. La présidente, alors, dans notre association, c'est forcément une présidente, vous comprendrez pourquoi. La présidente doit être, enfin, il est conseillé qu'elle soit toujours en activité pour qu'elle soit en lien quand même avec nos partenaires qui sont généralement les ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, tous les organismes publics de recherche, voilà, le CNRS, le CEA, l'INRIA, j'en passe, l'INSERM. Voilà. Donc, avec une charge de travail aussi énorme, comme le faisait remarquer Anne, c'est-à-dire c'est à la fois voilà, c'est un temps plein, sachant qu'on a quand même aussi une activité professionnelle qui existe encore. Voilà, donc c'est assez compliqué à gérer. Donc là, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver des bonnes volontés. Mais alors ça, c'est une autre question, je crois. Donc, je m'arrêterai là, voilà. Et donc, bon, pour le moment, je ne dirais pas… Ce qu'on essaye, c'est de mettre en place toutes les bonnes idées que Passerelle et Compétences nous a données, et on les réadapte un petit peu en fonction de nos besoins pour le moment. Donc, on est vraiment dans cette phase exploratoire d'un nouveau conseil d'administration. Voilà. Merci Isabelle. Pierre, pour lecture jeunesse? Alors, oui, alors le rôle du conseil et puis le rôle que tu aimerais qu'il joue le plus, parce qu'on sait bien le sujet, parce que quand il faut parler du rôle pour pouvoir parler des administrateurs après, et je sais que vous êtes en pleine évolution aussi chez Lecture Jeunesse. Avec l'aide de Passerelle et Compétences. Non, mais c'est gentil, mais on est là pour parler de vous. Hein. Voilà. Je suis membre du bureau d'une association qui s'appelle Lecture Jeunesse, dont l'objectif est de développer la lecture auprès des adolescents et des jeunes adultes, dans une optique, bien sûr, qu'ils aient plaisir à lire, mais aussi dans une optique de préparer des citoyens. Parce que la lecture était vraiment absolument nécessaire pour pouvoir participer à la vie citoyenne. Alors, cette association a un peu plus de 40 ans. Je vais revenir sur l'origine parce qu'elle explique bien nos problèmes et nos questions. Elle a été créée par quelques personnes, très chercheurs, universitaires, un enseignant, qui étaient très attachés à la lecture des jeunes. Donc, ils se sont dit, si on veut faire quelque chose, il faut faire une association, parce que pour avoir des moyens, donc ils ont créé une association, et l'Assemblée générale était à l'époque la même chose que le conseil d'administration et la même chose que le CA et que le bureau, avec peut-être 7 ou 8 personnes, pas plus. Pas de militants. Nous sommes une association qui n'a pas de militants, mais des gens qui sont attachés, bien sûr, à l'objectif. Alors, cette situation, j'ai bien repéré que, aussi bien dans ce qu'a dit un peu Karine ou Anne,
on n'est pas la seule, on est une association tout à fait banale de ce côté-là. Hein. On est une association où justement l'AG, le conseil d'administration, le bureau, c'est presque la même chose. On est une association qui est reconnue par ceux avec qui on très reconnue et certifiée, tout ce qu'on veut, par ceux avec qui on travaille, mais pas connue du public. Donc, toute chose, je dirais, moi, je me sens vraiment, et j'ai écouté, comme une association tout à fait ordinaire. Mais le développement d'associations, puisque cette association s'est fortement développée, même si le nombre de salariés reste encore très modeste. Aujourd'hui, on a 7 salariés et 4 personnes stagiaires, service civique ou de ce profil-là, des jeunes de ce profil-là. Donc, elle s'est fortement développée par les actions qu'elle a entreprises. Et l'indicateur pour moi, le budget, quand je suis entré dans cette association, le budget annuel était d'un peu moins de 200 000 €. Maintenant, il est d'1 million d'euros. Donc, ça veut dire que ça nous a amené à nos ouvertures, à nous ouvrir, à nous confronter à d'autres choses. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais est-ce que vraiment… Alors, on ne considérait pas le conseil d'administration comme notre principale ressource, comme dit Thierry, mais est-ce que quand même on a le conseil d'administration qu'il nous faut? Donc, pour ça, on a créé un petit groupe de travail qui a travaillé pendant peut-être 3 mois, ou ouais, à peu près, que j'animais. Et ce groupe, la mission que j'avais donnée, c'était définir le profil des nouveaux administrateurs qu'on voudrait avoir. Quels ont été les résultats? D'abord, on veut des administrateurs avec des profils beaucoup plus variés que ceux qu'on avait. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'était des chercheurs, des universitaires, des enseignants, un bibliothécaire, un documentaliste. Bon, non, on voulait la société. On voulait la société un peu telle qu'on la sentait. On voulait des administrateurs plus jeunes et, si possible, des actifs. Alors, plus jeunes, comme dans beaucoup d'associations, c'était des retraités. Je suis moi-même, bien sûr, retraité, ça se voit. C'était des retraités. Donc, on voulait un peu de jeunes et, si possible, des actifs. Parce que, justement, pour qu'ils soient ouverts sur cette société, si on pouvait avoir des gens qui travaillent dans des entreprises, on avait plutôt un milieu de fonctionnaires. Hein. Donc, on voulait plutôt une ouverture sur les entreprises. On voulait des jeunes. La moyenne d'âge, j'ose pas la dire, mais elle devait être proche de 70 ans, 65, 70 ans. Et surtout, et là, on voulait des compétences spécifiques. Alors, Thierry j'ai bien noté que Thierry a bien fait une remarque comme quoi il ne fallait pas chercher des compétences spécifiques à un moment. Peut-être qu'il n'a pas dit aussi violemment, mais… Et nous, c'est ce qu'on voulait. Des compétences spécifiques, pourquoi? Pour 2 raisons, des compétences spécifiques. D'abord parce qu'on pensait que ces compétences-là auraient un autre regard sur le développement d'associations. Donc, c'est ça qui nous intéressait. Nous, on développait l'association, la preuve, on l'avait fait, on a multiplié les actions par 5, donc on avait développé, mais on voulait un autre regard que notre regard à nous. Donc, il fallait des gens qui appartiennent, voilà, à la société dans sa grande variété. Et puis, on avait aussi un autre objectif en cherchant des compétences. On voulait des compétences qui pourraient nous aider à travailler. En le sens que… la société, les salariés sont très peu nombreux, le bureau est mis à compétence, comme vous l'avez les uns et les autres déjà dit, pour effectuer un certain nombre de tâches, le bureau ou le CA, et donc on voulait que ce soit vraiment d'autres personnes. Et là, on a cherché, alors tout simplement, on a cherché avec l'aide de Passerelle et Compétences, et on a trouvé des personnes très bien qu'on a à peu près intégrées. Alors, à quelle phase on en est maintenant? On est en train de définir, alors, on ne les a pas tout de suite mis
on ne les a pas tout de suite mis dans le conseil d'administration. On les a fait adhérer à l'association. Notre idée était de voir un peu ce qu'ils avaient envie de faire, de voir s'ils se sentaient bien, s'ils avaient envie de travailler. Parce que le problème des actifs, le problème des gens qui ont des compétences, c'est que, au moins dans un cas, il était heureux probablement de pouvoir mettre membre du administrateur de l'association Lecture Jeunesse, mais qui faisait ça plutôt pour son CV personnel que pour travailler pour Lecture Jeunesse. Bon, ça peut arriver. C'est pas choquant, moi. Qu'il puisse aussi avoir un intérêt à dire qu'il travaille pour Lecture Jeunesse, ça ne me choque pas du tout. Mais le problème, c'est que si c'est son seul intérêt en venant chez nous, ce n'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Donc, le fait de les faire passer pendant quelques mois en leur donnant un peu de travail, on leur donnait une mission, on leur faisait faire, bon, pour les uns, c'était du numérique, on était en train de chercher la société qui allait nous refaire notre site, donc il nous a aidés à participer au cahier des charges et à la réception et au dépouillement du cahier des charges, etc. Donc, ils ont fait des missions, et ces missions ayant été faites, ils ont été intégrés par un vote de l'Assemblée générale au conseil d'administration. Et je dirais que là, dans la phase actuelle, maintenant, nous définissons, alors sur une trame que je leur propose, en accord avec la présidente, sur une trame que je leur propose en accord avec la présidente, qu'on retravaille, c'est les missions dont ils vont être spécialement chargés. Et alors, j'espère avoir corrigé un peu peut-être notre erreur initiale. Autrement dit, j'insiste beaucoup plus dans cette mission sur l'adhésion aux finalités de Lecture Jeunesse, aux objectifs de jeunesse, aux objectifs, et à mener, à travailler, à nous trouver il faut nous trouver des idées, il faut nous trouver participer au développement, etc. Et seulement en deuxième lieu, et en diminuant l'importance beaucoup par rapport à la recherche, les compétences, et s'appuyant sur les compétences, je dis, vous serez spécialement chargé de la formation, vous serez spécialement chargé du développement numérique, vous serez spécialement chargé des relations extérieures, ou je ne sais pas quoi. Voilà un peu la phase où on en est et comment on a travaillé. C'est top comme témoignage, Pierre. Merci beaucoup. En plus, oui, c'est une formidable évolution de votre conseil, hein, à tout point de vue. Juste une petite précision. Je ne suis pas du tout contre les compétences techniques et spécifiques, puisque le bénévolat de compétences s'appuie d'abord sur des compétences techniques et spécifiques. Mais c'est vrai que dans le cadre de notre programme pour les administrateurs, on définit plusieurs types de compétences, comme l'a dit Anne. Les compétences techniques, c'est important, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Les compétences réseau, qui sont souvent très importantes pour les associations, les compétences comportementales, on va en parler peut-être tout à l'heure, les critères de diversité, puis on a la preuve, parce que vous étiez 100% des administrateurs hommes, maintenant il y a 70% d'administratrices dans votre nouveau conseil, donc les critères de diversité sont extrêmement importants. On va terminer ce premier tour de table. Je peux juste ajouter pour Isabelle, avant nous n'avions que des femmes, maintenant on a essayé de mettre 3 ou 4 hommes. Laurence, si tu veux terminer ce premier tour de table, donc, qui était dédié à l'objectif au fond, hein, donc quel est le rôle de mon conseil et surtout pour l'avenir, sur quoi je veux mettre l'accent et en quoi ça va conditionner après dans un deuxième temps sa composition. C'est une question d'ailleurs dans les chats, il y avait une question qui était de dire oui, mais où est le rôle du conseil dans tout ça? Il est prédéterminant évidemment. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup Thierry. Alors effectivement, je ne vais pas représenter Passerelle et compétences puisque Adeline l'a très bien fait et vous êtes tous, vous connaissez. Juste rappeler, donc nous avons 20 ans d'existence. Peut-être juste un point sur le fait que nous sommes une association portée par des bénévoles. Nous avons 350 passerelles. Nous avons la chance d'avoir 7 salariés
salariés. Merci Adeline d'être sur ce pilotage opérationnel de passerelle des compétences. Et nous avons aussi, c'est également important, nous avons aussi 6 personnes en mécénat de compétences, ce qui fait que dans notre structure, nous avons à la fois des bénévoles, des salariés et des mécénats de compétences qu'il faut faire cohabiter, vivre ensemble et faire ensemble. Voilà. Et notre conseil d'administration, eh bien, lui, est composé aujourd'hui 13 administrateurs, demain 15, j'espère, à l'issue de notre assemblée générale. Et le conseil d'administration a pour nous un rôle, j'allais dire fondamental. Je ne vais pas paraphraser à la fois Karine et Thierry sur le rôle du conseil d'administration. Nous avons un conseil qui est déjà à la clé, qui est là pour être garant du projet associatif et de la vision stratégique de notre association. Qui est là également pour être, j'allais dire, sparring partner, mais en tout cas pour travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et plus particulièrement notre coordinatrice générale, donc Adeline, et qui est également là pour être, comment dire, pour aussi avoir une vision et donner un chemin à suivre à l'ensemble des équipes opérationnelles et bénévoles, donc bénévoles et salariés qui composent notre association. C'est également un conseil qui a pour vocation d'être impliqué vraiment dans la vie de l'association. Nous avons pour cela, notre conseil qui est composé d'administrateurs qui sont pour la plupart impliqués dans les aspects opérationnels de notre association. C'est peut-être, c'est assez courant, comme le disait Karine, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce mix de personnes qui ont à la fois un regard externe et à la fois un regard impliqué dans l'opérationnel et qui composent, et nous avons plusieurs organes au sein du conseil d'administration. Alors, j'espère que nous ne sommes pas dans des strates inutiles, mais nous avons un bureau et nous avons également 3 comités ad hoc qui sont un comité de gouvernance qui est là aussi pour être garant de la gouvernance et toute la réflexion de la gouvernance de l'association, j'y reviendrai. Un comité stratégique qui est là pour réfléchir, qui est un peu une chambre de réflexion, un think tank, si je puis dire, sur le devenir de notre association et l'évolution de son écosystème. Ne pas oublier que nous étions pionniers il y a 20 ans du bénévolat de compétences. Aujourd'hui, nous avons non pas des concurrents, mais nous avons d'autres acteurs sur le marché du bénévolat de compétences. Nous avons l'émergence du mécénat de compétences. Donc, se pose aussi la question de notre posture, de notre offre de service, de notre raison d'être, qui est importante. Et puis, nous avons un 3e comité qui est un comité des risques, parce qu'effectivement, il est important d'avoir en tête quels sont les différents risques dans tous les domaines qui peuvent être composants de notre association et sur lesquels nous avons une réflexion sur les scénarios de gestion de crise, puisque nous sommes, comme le disait Karine à juste titre, les risques existent et il faut en avoir conscience. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur notre conseil et le rôle qu'il doit jouer. Eh bien, encore une fois, ce rôle de vigie est important, à la fois de vigie, mais aussi de pilotage, d'aide au pilotage, d'aide à la décision pour nos équipes opérationnelles. Et c'est un élément qui a été, qui est, je crois, constitutif de l'existence de notre conseil. Sachant que je parlais tout à l'heure du comité de gouvernance, il y a un élément clé qui s'est passé chez Passerelle et Compétences ces derniers mois. Nous avons eu une réflexion en profondeur sur le sens de la gouvernance chez Passerelle et Compétences. Nous avons voulu réfléchir à quel type de gouvernance nous voulions mettre en place et peut-être nous éloigner d'une gouvernance plus verticale pour aller vers une gouvernance plus horizontale, plus partagée, plus transversale, ce qui nous a amené à réfléchir sur les différentes composantes des différents organes de décision de l'association. Et donc, important aussi de réfléchir à notre composition en tant que telle, ce qui explique aussi pourquoi nous avons, nous aussi, fait appel évidemment à l'équipe du bénévolat de gouvernance, que nous avons besoin d'être challengés dans la composition de notre conseil d'administration pour répondre aux différents enjeux que j'évoquais, donc de vision, également de réflexion sur l'hybridation de notre modèle économique, parce que là aussi, nous sommes face à des questions sur tous les enjeux de financement de l'association. Donc, avoir besoin aussi de mener cette réflexion et d'avoir un conseil qui puisse être pluriel, être divers, être ouvert pour pouvoir apporter des réflexions, pour pouvoir se challenger et pouvoir
nous aider à mener l'ensemble de ces réflexions qui sont fondamentales pour, allez, on va dire, les 20 ans à venir, voire plus, de passerelles et compétences. Voilà, très, très brièvement résumé, Thierry, ce que je peux dire sur notre conseil. Merci pour ce témoignage d'une association avec un autre profil, avec beaucoup de bénévoles, etc. Et je vois une question, après ce premier tour de table, je vais peut-être prendre la question que Familia vient de poser, qui est peut-être une transition pour le deuxième tour de table. Une autre difficulté de confier parce que je la trouve impertinente, cette question, une autre difficulté de confier à un conseil d'administration l'orientation stratégique, alors qu'ils sont forcément moins au fait que le directeur ou les salariés des sujets traités par l'association. C'est impertinent et discutable, évidemment. Mais je ne sais pas, quelqu'un veut répondre? Moi, je veux donner un élément. Je crois qu'on a fonctionné longtemps, effectivement, avec le seul organisme qui travaillait, c'était le bureau. Bon, le CA était une chambre d'enregistrement et l'Assemblée générale, idem. Le but, avec notre réflexion, n'est pas d'inverser, pour reprendre le sens de ta question, Thierry. Le but n'est pas d'inverser, mais d'équilibrer. Autrement dit, le bureau qui j'allais dire, travaille presque au quotidien, connaît la situation, les problèmes, etc., il a toujours besoin, et pour moi ça reste vital, effectivement, qu'il ait un rôle primordial dans l'orientation, la mise à jour des orientations, etc., les plans stratégiques et tout. Mais il faut vraiment que l'ECA, il a un rôle spécifique qui sera différent de celui du bureau, justement par sa composition. C'était ça notre choix. Sa composition de personnes, effectivement, qui ne connaissent pas la lecture. Hein, on n'a pas pris parmi les nouveaux administrateurs des gens qui connaissent la lecture, qui sachent comment, aussi bien les mécanismes, les problèmes, est-ce qu'on lit, est-ce qu'on ne lit pas, qu'est-ce qu'on lit. Bon, non, mais on a pris des gens. Parce que là, on aura bien un apport spécifique et on peut penser que notre développement, notre plan stratégique, etc., sera beaucoup plus équilibré. On espère qu'il aura deux jambes. Il aura la jambe de ceux qui connaissent bien la lecture, qui sont confrontés aux problèmes quotidiens, etc. Et il aura la jambe de ceux qui sachent, ah ben oui, mais le numérique change totalement le rapport à la lecture, totalement le rapport de rencontrer les gens, l'usage des réseaux. Enfin, voilà ce qu'on attend. Oui, non, mais je trouve que tu mets très bien l'accent sur quelque chose qu'on voit souvent, c'est que le conseil est réduit au bureau et qu'un des grands enjeux, il y a un grand enjeu qui est de rendre le conseil d'administration évolutif. Ça, je pense, vous l'avez tous illustré, c'est-à-dire que le conseil d'administration, il doit évoluer en fonction des grandes phases de l'association. Et parfois, le conseil est en retard par rapport à l'association dans son plan stratégique ou dans son évolution. Donc, le concept même de conseil d'administration, c'est un concept évolutif. Il faut remettre en question le conseil d'administration de manière périodique. La deuxième chose que je trouve que tu illustres très bien, c'est l'idée qu'on se préoccupe du bureau parce que c'est le moteur, et on se préoccupe peu du reste du conseil d'administration, chambre d'enregistrement, la taille des infidélités, les gens ne sont pas stimulés, etc. Et donc, un des enjeux, c'est justement de faire vivre ce conseil d'administration hors bureau. Alors, deuxième question. Je peux peut-être juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, Pierre, pour son témoignage. Et par rapport à la question posée, que je trouve effectivement, alors comme tu dis, peut-être impertinente, mais très, très, très intéressante. Pour moi, il ne faut pas opposer conseil d'administration et opérationnel, équipe opérationnelle de l'association. Et je pense qu'il faut prendre l'ensemble des structures comme toutes les parties prenantes de l'association qui concourent toutes ensemble, et ça c'est très important, à développer, à déployer le projet associatif. Et quand on parle de réfléchir à la vision stratégique de l'association, eh bien, le conseil d'administration, en tout cas chez Passerelle et Compétences, il n'est pas question qu'il fasse ça dans son coin, hors sol, déconnecté. Bien évidemment, une réflexion, la réflexion stratégique, elle est menée et elle doit être menée
en lien avec les équipes opérationnelles. Ce sont des allers-retours de réflexion, de confrontation d'idées, confrontation au sens pur du terme et au sens positif du terme. Et donc, avec la vision des administrateurs qui sont aussi garants, n'oublions pas qu'ils sont garants de ce projet associatif, et puis effectivement la réalité du terrain, les contraintes rencontrées, les éléments, mais tout ceci doit permettre de construire un projet et un plan stratégique, une vision stratégique qui puisse être déclinée opérationnellement dans l'appropriation de tous et encore une fois, ce que j'appelle avec l'ensemble de ces parties prenantes. C'est un tout. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement important de dire qu'il n'y a pas le conseil d'un côté et puis les équipes. C'est un tout et il faut savoir travailler ensemble, d'où l'intérêt aussi d'avoir au sein du conseil des administrateurs qui ont par ailleurs un pied, je dirais, dans l'opérationnel, à des degrés divers, sur des fonctions diverses, mais qui permettent d'avoir cette relation et cette bilatéralité permanente, si je puis dire. C'est complexe. Merci Laurence. Deuxième question, on va passer peut-être plutôt à la composition du conseil, qui est aussi un sujet vaste. On a parlé du rôle du conseil et des administrateurs. Qu'est-ce qui compte? Comment se fait la composition de votre conseil? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous quand vous réfléchissez à la composition du conseil? Alors évidemment, en question subsidiaire, c'est est-ce que vous avez des critères particuliers, est-ce que vous avez un process établi de réflexion, d'analyse de la composition du conseil, mais peut-être au fond, avec votre expérience aujourd'hui, dans cette multiplicité de critères, qu'est-ce qui compte le plus? Et qu'est-ce qui a compté le plus dans votre réflexion sur cette nouvelle génération d'administrateurs que vous êtes en train d'intégrer? Charles? Oui. Alors, depuis la dizaine d'années que je suis administrateur, je dirais que ce qui prédomine a toujours été le partage des valeurs. C'est un système de cooptation sur des valeurs partagées. Alors, avec là aussi la force du principe et ses limites. Et les limites viennent d'être rappelées par plusieurs intervenants, donc je ne reviens pas dessus. C'est la nécessité notamment d'avoir des gens qui soient quand même un peu dans le secteur dans lequel on exerce notre mission sociale. Mais à l'ILO, il a été très important que l'on partage des valeurs et et je peux en attester, ça n'est pas un lieu de bataille d'ego. C'est-à-dire que les carrières sont derrière nous. Alors, c'est l'inconvénient d'avoir des gens qui sont hors de la vie active, mais maintenant, nous avons aussi des gens qui sont de nouveau dans la vie active et nous comme tout le monde, comme toutes les associations, nous cherchons à recruter des gens encore dans la vie active. Je peux vous dire simplement qu'en 10 ans d'exercice, nous avons bloqué une fois une candidature d'un monsieur qui avait un positionnement social très important et qui manifestement n'avait pas compris que ça ne se passait pas comme ça. Dans l'associatif peut-être, et à l'ILO en tout cas, et qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir une réflexion sèche vis-à-vis d'un salarié en public. On l'a bloqué, les administrateurs ont bloqué sa candidature. Il ne l'a pas bien pris, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui, par rapport à la cooptation, je peux vous dire que c'est extrêmement puissant parce que du coup, tous les débats portent sur l'intérêt général et sur l'intérêt de l'association. Et quand une décision est prise, contrairement à l'avis de tel ou tel, il n'y a jamais de rancœur. Il n'y a jamais de problème de périmètre, jamais de problème de territoire. Ce n'est pas de l'angélisme que je raconte. J'ai fait toute ma carrière dans le privé, donc je sais de quoi je parle. Et là, en l'occurrence, c'est un monde totalement différent et c'est un monde précieux. Alors, et je terminerai par là, nous avons quand même cherché à diversifier, et nous pensons qu'il est indispensable de diversifier le conseil, donc par des gens qui sont encore dans la vie active. La parité, je dirais, c'est fait, mais c'est même plus que fait. Il y a 10 ans, il n'y avait que des hommes. Aujourd'hui, sur 11 administrateurs, il y a 7 femmes. Donc, je fais partie des dinosaures. Et puis, nous avons à travailler la diversité en matière d'origine sociale. Je ne voudrais pas être trop caricatural, mais autrefois, c'était les cocos et les cathos qui faisaient dans le caritatif. Aujourd'hui, bon, les choses ont pas mal changé, mais quand même, il faut diversifier l'origine sociale, il faut diversifier les profils, les parcours, et avec la population que nous prenons en charge, qui n'est d'ailleurs pas la même en Île-de-France et en Picardie, par exemple. Hein, les anciens détenus ne sont pas de même origine, et tous les facteurs de diversité sont
sont différents, eh bien, on a la nécessité de retrouver au sein du Conseil quelque chose de cette diversité sous une forme qui reste à imaginer, à inventer et à mettre en place. Merci Charles. Oui. Pierre lève le doigt. Sur ce sujet-là, oui. Alors, bien sûr, la première des choses qu'on attend, c'est l'adhésion aux finalités de l'association. Mais je crois que nous avons un défaut, c'est que nous croyons que cette adhésion aux finalités de l'association, elle est quasi automatique. Puisque c'est tellement beau de faire lire les jeunes, ah, ils vont devenir des adultes bien et tout ça, ça va être merveilleux. On croit que tous ceux qui viennent nous voir, qui frappent peut-être à notre porte ou qu'on a recrutés, etc., ils sont comme nous. Ils sont vraiment attachés à cela. Or, je crois que ça, c'est une erreur. Si vous voulez, je ne sais pas ce que, pour le secteur de Raymond tout à l'heure, mais bien sûr aussi, l'ILO, c'est fondamental, extraordinaire, mais est-ce que eux, ils sont, Raymond, il n'est pas tout à fait, mais est-ce que tous ceux qui vont venir sont aussi attachés que nous? Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, on ne peut pas faire un test, on ne peut pas faire un entretien, parce que bien sûr, on a fait des entretiens, on leur a posé des questions là-dessus, hein, mais c'est très difficile de détecter le vrai du faux. Ou alors, il faudrait passer très longtemps avec eux, etc. Et bon, on n'a pas toujours le temps et les moyens. Donc, ça, je crois que c'est une chose peut-être auquel on doit faire attention, en tout cas. La première chose, c'est l'adhésion aux finalités, mais attention, cette adhésion n'est pas aussi, quelle que soit la bonne cause pour laquelle nous travaillons, cette adhésion n'est pas aussi évidente et aussi universelle qu'on peut croire. C'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir tout à l'heure, mais oui, Isabelle, ton témoignage là-dessus. Attends, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, c'est mieux, oui, c'est mieux. Non, mais tout ce que vous dites me fait réfléchir. Alors, pour moi, sur le moment, quand j'ai réfléchi à la question, je me disais que finalement, le plus compliqué pour nous avait été de trouver des membres du bureau qui, évidemment, vont être décrochés du terrain un petit peu, vous voyez. C'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui œuvrent sur le terrain, etc. Et donc, leur dire, bah, tiens, maintenant, tu vas t'occuper de la trésorerie, tu vas être présidente, donc représenter l'association, etc. Et là, on a beaucoup plus de mal à trouver des personnes qui le font. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Je peux vous dire que j'ai passé du temps et pour convaincre les personnes, je n'avais pas trop d'arguments, si ce n'est de leur dire que pour que l'association vive, il faut aussi des gens qui s'occupent de tout ça et que peut-être que c'était leur tour. Voilà. Mais bon. Donc, mais à l'écoute de ce que vous avez dit, je me suis rendu compte aussi de la difficulté qu'on avait, nous, dans notre association, à recruter des membres de l'association et donc de ce fait-là, des membres du conseil d'administration qui étaient, nous, on souffre d'un problème qui est qu'on est une grande majorité à être à la fois dans des laboratoires de recherche publics, donc des sortes de dinosaures, hein, parce qu'il y a de moins en moins de postes, et avec des niveaux d'études extrêmement élevés, Bac+8. Voilà. Donc, quand on va dans les collèges et dans les lycées pour parler aux jeunes de sciences et qu'on leur dit, bah, tiens, moi j'ai fait une thèse en, parce qu'on est toutes comme ça, une thèse en machin, et qu'on leur explique, ça les effraie beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup de mal à recruter des scientifiques qui ont un niveau inférieur, genre des techniciens et qui ont des boulots. Et c'est vrai que, mais au niveau des membres eux-mêmes, et quand j'en croise, je leur dis, ah, mais ce serait bien, je sais pas, il y a un frein là, et ça, j'ai pas les bons arguments pour recruter ces personnes-là que j'aimerais voir aussi dans le conseil d'administration. C'est un bon challenge stratégique, en tout cas. Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai que, bon, alors par contre, on a doublé à peu près notre population en 4 ans et elle a beaucoup rajeuni. Elle a beaucoup rajeuni, cette population, parce qu'on a monté, dans le cadre des réseaux d'entraide dont je vous parlais tout à l'heure, on a monté une sorte de mentorat pour les jeunes doctorantes qui sont dans les laboratoires. Et voilà, donc ça a beaucoup plu. Le ministère de l'Enseignement supérieur et les écoles doctorales nous ont poussés à faire ça.
Et ces jeunes femmes qu'on coachait, finalement, sont venues à l'association, ce qui nous l'a fait rajeunir. Mais on a toutes toujours les mêmes problèmes de diplôme. Voilà, ça c'est vrai. Donc, je me rends compte, oui, effectivement, d'une stratégie. Ouais, non, mais c'est assez, Ouais. assez stimulant ce que tu dis, je trouve. Laurence, est-ce que tu veux, donc, sur ce thème donc, finalement, quels ont été les critères les plus importants dans ta réflexion sur la composition du conseil? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui comptait pour le conseil d'administration dans son renouvellement ou dans son extension? Alors, effectivement, comme je dirais, sans vouloir paraphraser certains de nos témoignages, partager les valeurs, ça paraît évident, mais c'est effectivement pas si simple comment dire, à tester. Enfin, en tout cas, c'est un élément clé. Moi, je dirais que ce qui est important, au-delà des compétences, évidemment, professionnelles, interpersonnelles, etc., c'est la capacité à travailler ensemble, à faire ensemble. Parce que pour moi, le conseil d'administration, ce n'est pas une entité d'individus, c'est un tout. Ce sont des gens qui vont travailler ensemble, qui vont se challenger, qui vont oser prendre la parole et qui vont dire les choses, qui vont discuter, batailler, mais en tout cas qui ont une envie commune de travailler ensemble, de faire équipe dans la collégialité et avec un intérêt commun qui est bien évidemment le développement de l'association. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça sous-entend la volonté d'implication personnelle. C'est pas siéger un conseil d'administration, c'est pas au sens strict siéger, point. C'est préparer, c'est travailler, c'est participer, c'est s'impliquer, c'est s'engager. Donc ça, c'est extrêmement important. Je dirais même, pour aller peut-être même de manière très triviale, ne pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis. Mais en tout cas, moi, c'était un point clé pour moi sur le fait d'accueillir, quel que soit l'horizon des personnes, et évidemment dans une volonté de diversité. Alors la diversité, une fois qu'on l'a écrite et qu'on la souhaite, c'est pas qu'un vœu pieux, il faut voir aussi comment pouvoir attirer les talents. Nous avons la chance d'être un conseil paritaire, donc ça, sur ce point-là, c'est un élément important sur lequel nous sommes vigilants. De rajeunir, évidemment, c'est important d'avoir aussi des administrateurs, administratrices qui ont d'autres activités, qui sont aussi impliquées dans d'autres structures ou qui sont aussi encore en activité professionnelle parce que ça régénère le dialogue et ça, c'est fort, c'est puissant. Donc voilà un peu toutes comment dire, les prérequis ou les volontés que nous avons. Mais en tout cas, ce qui est fondamental pour moi, c'est la volonté de travailler ensemble, de l'implication et de l'engagement et du faire ensemble. Ça, c'est fondamental. Merci, Laurent. Je vois une question de Didier Vincent là, dans le chat. La cooptation n'induit-elle pas le risque du fonctionnement en vase clos et n'est-elle pas un frein au dynamisme de l'association? Et en même temps, peut-être que quelqu'un aura envie de répondre là-dessus. Juste un petit mot, parce que quand on a préparé cette discussion avec vous, et c'est peut-être pas tellement ressorti dans ce que vous avez dit. Moi, je trouve que vous avez beaucoup, en préparant ce débat, vous avez beaucoup parlé de complémentarité des profils. Vous avez beaucoup parlé justement de gens qui ne se ressemblaient pas, de gens qui apportaient soit des compétences, soit des tempéraments, soit des regards, soit des réseaux. Et avec une contrainte qui est de faire collégialité. C'est la magie des conseils d'administration, c'est d'aboutir à la collégialité. C'est un résultat magique, la collégialité, et ce n'est pas simple à obtenir. Mais en préparant, vous aviez beaucoup plus mis l'accent sur la complémentarité des profils. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Didier Vincent sur cette idée de la cooptation n'induit-elle pas le risque du fonctionnement en vase clos? Moi, je peux dire un mot, on essaye d'éviter la cooptation de plus en plus et d'ouvrir le conseil d'administration à toutes celles et ceux qui veulent s'impliquer dans l'association, avec effectivement, comme je vous le disais, chaque membre, chaque administrateur, administratrice a pour mission de s'occuper d'une des branches de l'association qu'on développe. Alors, il y a le partenariat, il y a le mentorat dont je vous parlais, il y a les actions qu'on fait auprès des scolaires, etc. Donc, à charge de ces personnes
de se présenter avec comme idée, mais ce n'est pas évident, hein, parce que, bon, avec comme idée de se dire, moi, j'ai des idées nouvelles pour développer des actions auprès des scolaires, par exemple, des trucs comme ça, voilà. Mais ce n'est pas facile non plus parce que cette année, pour renouveler le conseil d'administration, on le renouvelle au tiers tous les ans. Il y a plus de personnes que de places, et donc il y a des personnes qui se retrouvent sans mission, et c'est toujours délicat, quoi. Voilà. Mais bon, on essaye de les impliquer dans les groupes de travail après, voilà. Merci Isabelle. D'autres réactions Oui. Oui, Pierre. Je crois que d'abord, notre association a fonctionné pendant une trentaine d'années, probablement au début, que sur la cooptation. Et on en a découvert les inconvénients. Mais ce que je veux dire, il me semble, c'est qu'au début, la cooptation peut être un gros atout. Peut être un gros atout parce que quand il faut faire démarrer quelque chose, lancer une association, en l'occurrence, on n'a pas à se poser de questions sur l'objectif, etc., parce que ça a été débattu entre les copains, entre les amis, ça a été débattu. Donc, il s'agit de faire. Il s'agit de faire et de faire vite et de faire bien. Et à ce moment-là, la cooptation, c'est un atout. Alors, après un moment, alors peut-être que nous, on l'a fait un peu trop tard, peut-être à un moment, il faut savoir quitter cette facilité de la cooptation pour aller vers un monde plus ouvert, plus large, où il va y avoir plus de confrontations, etc. Mais donc, il ne faut pas condamner tout de suite, à mon avis, la cooptation. Au départ, c'est bien. Oui, c'est pour ça que l'équilibre de la composition du Conseil, c'est quelque chose de totalement de très complexe et très difficile, parce qu'il n'y a pas qu'un seul critère. Et justement, je trouve qu'un des plus beaux rôles du président ou de la présidente ou du comité gouvernance, c'est de veiller à ces équilibres. Parce que dans tout ce que vous avez dit, j'ai entendu l'adhésion à la cause, le partage des valeurs, des qualités comportementales avec pas trop d'ego, et vraiment le sens de l'intérêt général. J'ai entendu des compétences spécifiques pour faire, j'ai entendu la diversité sociale. Donc il y a de très nombreux critères. Et c'est donc une alchimie. Donc c'est à la fois une réflexion, c'est un process, et puis en même temps c'est de l'humain. Donc c'est de l'alchimie. Et moi je trouve que c'est un sujet incroyable. La constitution d'un conseil d'administration, c'est un sujet incroyable qui va d'ailleurs, on avait commencé à en discuter en préparant cette réunion aussi, avec le devoir d'animation du conseil. Et qu'est-ce qu'on donne en échange à un administrateur? Parce qu'on fait comme si l'administrateur était content de venir et que c'était un sacerdoce pour lui ou un sacrifice, ou que ce n'était pas un sacrifice, mais que c'est normal. Il y aurait un débat à faire sur qu'est-ce que l'association donne en échange à l'administrateur pour le motiver, pour le fidéliser, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, etc., etc. Alors, peut-être, alors, quelle heure est-il là? On va peut-être quand même laisser aussi des paroles, des questions pour la salle. Je vais peut-être sauter une question, si vous en êtes d'accord, et peut-être poser une question pas forcément simple, qui est, pour vous, qu'est-ce que c'est un bon conseil d'administration? Alors, on parlait d'augmenter l'impact tout à l'heure, mais ce n'est pas que le critère. Est-ce qu'il y a une littérature là-dessus? Pas sûr. Mais pour vous, très impliqué dans la gouvernance associative, comment vous définiriez un bon conseil d'administration? Et si vous aviez un conseil à donner à une association amie, pour avoir un bon conseil d'administration, vous dire, mais voilà, j'ai juste un conseil à te donner, c'est celui-ci. C'est dur. Je veux bien démarrer éventuellement. Alors, je ne sais pas si j'ai les réponses, je ne sais pas si je vais répondre à un bon conseil d'administration, parce que c'est un sujet qui est large et qui est périlleux pour répondre. En tout cas, je crois qu'il faut, de mon point de vue, il faut qu'il soit aligné.
Je pense qu'il est important que, quelle que soit la composition du conseil d'administration, ben, qu'il soit aligné. Donc, ça veut dire on va retrouver la notion des valeurs, hein, de l'engagement, de la vision. Donc, voilà, qu'il soit aligné, qu'il soit respectueux aussi des différentes parties prenantes. Je crois que c'est très important qu'il sache être à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes. Je pense que il faut aussi qu'il soit représentatif de ce qu'est l'association. Et ça, c'est dont on parlait de diversité tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête, typiquement chez Passerelle et Compétences, quelque chose sur lequel nous essayons de travailler, mais qui n'est pas toujours comment dire, abouti, c'est avoir une représentativité territoriale. C'est important également que nous ne sommes pas une association parisienne, nous sommes une association nationale. Nous avons des antennes en région. Et donc, il est important que, au sein du conseil d'administration, nous puissions avoir aussi des administrateurs qui portent le message des territoires. Alors, là, je dis que ce n'est pas toujours une réussite parce qu'on ne copte, enfin, c'est aussi, il faut se porter volontaire, avoir envie de rejoindre le conseil d'administration, mais ça, on essaie d'y travailler avec plus ou moins de succès. Voilà, alors je ne sais pas si tout ça sont les clés d'un bon conseil d'administration, mais en tout cas, ce sont des points de vigilance à avoir, je crois, pour avoir un conseil d'administration qui soit équilibré. Et s'il y avait un conseil à donner, si tant est qu'on puisse donner un conseil pour un bon conseil, un conseil d'amis, eh bien je crois que c'est pas justement de ne pas avoir peur de sortir du moule et d'aller chercher des personnes qui vont venir enrichir votre conseil en ayant ce côté garant, encore une fois, des valeurs et de l'engagement, et donc d'être vigilant à ce que le conseil soit pluriel. Voilà. C'est donc après plein de méthodes pour cela. C'est vrai que l'accompagnement du bénévolat de gouvernance est un bon challenge pour l'avoir vécu. Donc, merci à l'équipe qui nous a beaucoup aidé justement dans l'ouverture de notre conseil vers des profils divers, variés, et qui vont pouvoir venir renforcer notre conseil. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Laurence. Sur cette idée de le bon conseil, une question un peu vaste. Charles? Oui, moi je ne vais pas redire tout ce qui vient d'être dit. Je dirais simplement d'abord que cooptation ne signifie pas clonage. C'est pas parce qu'on coopte qu'on prend exactement son jumeau ou sa jumelle. Donc, on a quand même tous des personnalités, des parcours, etc. Deuxièmement, je dirais que quand on a une mission sociale qui n'est pas facile à vendre, ce qui est le cas de l'îlot, déjà, il y a un prisme d'arrivée des candidatures qui fait que le partage des valeurs s'impose pas mal parce que voilà, la mission n'est pas simple et ne va pas de soi. Il n'y a qu'à faire un micro-trottoir sur le sujet et on est vite au courant, si jamais on en doute. Tout ce qui a été dit sur la diversité, j'y adhère beaucoup. Et je dirais qu'une des questions maintenant que nous nous posons à l'îlot et qui répond, je crois, à la question que Thierry vous posait, qui est la réponse que nous cherchons à apporter aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir peut-être, en tout cas c'est une voie que nous voulons explorer, un conseil d'administration à plusieurs vitesses d'une certaine manière. C'est-à-dire, d'une part, c'est très délicat, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais d'une part, on peut comprendre que des administrateurs n'aient pas la disponibilité quand ils sont dans la vie active pour venir plus de 3 ou 4 fois par an partager des séances qui peuvent être longues. Voilà. Et je ne parle pas forcément des séances entre guillemets statutaires, à savoir le budget, les comptes et l'élection des membres du bureau. Hein. Je parle de séances sur des sujets qui peuvent être stratégiques. Et en même temps, c'est peut-être pas ce qu'on demandera à ces administrateurs-là. C'est-à-dire qu'on leur demandera justement peut-être d'aller faire jouer leur réseau, d'aller nous chercher des contacts, de nous aider à signer des conventions avec tel ou tel partenaire, etc. Et une deuxième catégorie d'administrateurs peut-être plus disponibles, voilà, ils ne sont pas forcément dans la vie active tous, en tout cas, ils peuvent apporter à l'association à la fois leur savoir-être, leur intelligence collective, et c'est probablement les deux mots que je mettrais en avant, intelligence collective, c'est véritablement ça
je crois que je mettrai en avant pour ce qui est d'un critère de bon fonctionnement d'un conseil d'administration en lien avec les opérationnels. Donc voilà ce que je peux dire rapido sur le sujet. Merci Charles, ça vous répondait en même temps un petit peu à une remarque qui a été faite par Élise sur les discussions dans les critères du bon conseil, une bonne alchimie, entente entre les membres d'un conseil d'administration, capacité de travailler ensemble. C'est l'intelligence collective dont vous parlez. À mon sens, ce n'est pas que ça. Moi, mon témoignage, on en parlait avec Pierre, c'est la convivialité au sein d'un conseil est quelque chose à cultiver. Il y a de l'amitié, la collégialité, ce n'est pas simplement que de la connivence intellectuelle, il peut y avoir aussi des rapports de sympathie et d'amitié entre les gens, il faut se comprendre, donc ça se cultive. Donc la convivialité au service de l'animation. Donc il y a de l'intelligence, mais de la convivialité aussi. La capacité. Alors, on boit des coups, Lilo. Voilà. Isabelle ou Pierre, pour compléter Alors moi, oui, moi je veux bien intervenir. Moi je me demande si finalement, en réfléchissant à votre question, si finalement le plus important c'est d'avoir un bon chef d'orchestre. C'est bien d'avoir des bons violons, des bons pianos, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui donne le la et qui dit… Voilà. Et je le dis parce que je quitte la présidence de l'association. Je ne suis pas sûre d'avoir été une bonne présidente. Enfin, j'ai fait mon possible, mais je pense que le rôle de la présidente ou du président dans l'animation du conseil d'administration et dans l'envie de donner l'envie aux administrateurs, administratrices de travailler est pour moi fondamental. Et je ne suis pas sûre d'avoir eu les bonnes clés pour le faire à chaque fois. Parce que contrairement effectivement à ce que vous disiez, chez nous, il y a quand même beaucoup d'ego. Bon, je vous l'ai dit par rapport aux personnes qui sont diplômées. C'est des discussions qui parfois peuvent prendre des proportions énormes, savoir les arrêter sans choquer les gens. Enfin bon, moi, j'avoue que c'est… Oui, je le vois là. Mais après, bien sûr que j'adhère à l'intelligence collective et à la convivialité, ça me paraît fondamental. Mais le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre, pour moi, un rôle… Et des formations pour former les présidents et présidentes seraient les bienvenus peut-être. Voilà. Et on sent très fort ce besoin de formation, pas simplement des présidents, mais des administrateurs aussi. Et des administrateurs. C'est une demande qu'on a beaucoup de la part des associations. Est-ce que, Pierre, tu avais répondu à cette question? Moi, Pierre, un petit mot complément. Je t'en prie. Je veux insister sur ce que vient de dire, je crois, Isabelle. Un bon conseil, c'est d'abord un excellent animateur, c'est-à-dire un excellent président ou présidente. Je pense qu'en tout cas, les trois associations dans lesquelles j'ai travaillé, quand le président, ça ne marche pas, eh bien moi j'ai quitté l'administration, j'ai quitté l'association, parce que c'est pas possible. Bon. Donc, premier bon conseil, élisez un bon président, quelqu'un que vous pouvez apprécier. Deuxième chose, ce n'est pas un conseil aussi fort, aussi marqué, mais il faut que les administrateurs aient bien conscience qu'une association, ce n'est pas une entreprise. Et que dans les débats, si vous voulez, il ne faut pas que, si ils ont donné leur avis, et puis que cet avis ne semble pas être majoritaire, etc., il ne faut pas qu'ils ferment, qu'ils s'arrêtent d'exprimer leur opinion, etc. Tout le monde a droit à la parole et il faut que progressivement, tout le monde arrive à faire émerger un consensus qui sera après retenu pour la décision, voire mis au vote s'il fallait voter. Mais par exemple, on n'a jamais voté. On n'a jamais voté parce que tout le but, c'est de comprendre que même si on a des options différentes, pas sur les finalités d'association, mais des options différentes de choses. Par exemple, moi, je sais que, pour donner un petit exemple, moi, je voulais industrialiser des actions pour pouvoir effectivement les répandre sur tout le territoire, dans tous les collèges, les lycées professionnels, etc. Bon, il y en a qui trouvent que ce n'est pas notre rôle. Bon, ben là, ce débat, il faut savoir le mener sans se coincer, sans se refermer non plus dans l'autre sens. Donc, c'est une compétence, je crois, qu'il faut bien demander aux administrateurs de savoir faire
Alors, on peut appeler ça du travail participatif, mais moi, non, c'est avoir une espèce de sensibilité pour accepter ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il est 11h55, il est 10h55, je crois, donc on vient de terminer. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu. On a répondu à une partie des questions au fur et à mesure des interventions de nos chers témoins. Pas toutes. Peut-être, je voudrais peut-être dire 2-3 mots, parce qu'il y a des questions qui parlent de recrutement des administrateurs, chez les adhérents, etc. Que dans notre expérience, comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est cette alchimie entre des gens qui connaissent bien l'association, des adhérents, et puis en même temps, des nouvelles ressources qui apportent un air neuf, une vision stratégique, des compétences nouvelles, de la jeunesse, une diversité, etc. Les gens qui viennent nous voir, les associations qui viennent nous voir, peuvent avoir une tradition de recruter des administrateurs par leurs adhérents. Mais si on reste comme cela, le 109, il va pas venir. Donc, de très nombreuses associations, y compris des grosses types de réseaux, Croix-Rouge, Restos du Cœur et autres, qui ont conscience aujourd'hui qu'il faut apporter du 109 dans leur bureau, dans leur conseil, selon l'appellation de leur conseil. Et on peut très bien donc rechercher des administrateurs qui deviennent adhérents ensuite. Si on veut les faire élire dans une AG en juin 2023, on a intérêt à commencer la recherche en septembre 2022. L'exemple de Pierre était très intéressant pour Lecture Jeunesse, c'était de dire on a trouvé des administrateurs, mais on leur fait passer une sorte de période probatoire plutôt sympathique, on se teste mutuellement, ils prennent des projets, et quand ils ont acquis cette légitimité, qu'on les présente à l'AG. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et les sources, elles peuvent être les adhérents, elles peuvent être notre propre réseau. Dans le cas de notre programme, on a un réseau direct de 6800 bénévoles plutôt qualifiés, plutôt avec des valeurs importantes. Et puis un réseau indirect à partir de nos réseaux sociaux. On a accès à un certain nombre de communautés, des alumni, des associations professionnelles, etc. Et je voudrais insister peut-être sur la dernière ressource, qui est l'écosystème même de l'association. C'est-à-dire, quand on parle des adhérents, on ne parle pas forcément de l'écosystème de l'association. C'est-à-dire, l'association, elle est dans un monde. Il y a des cercles concentriques autour d'elle, de nature différente. Et le fait de pouvoir stimuler de manière professionnelle cet écosystème, en disant on recherche tel administrateur pour faire tel rôle, etc., et c'est une source extrêmement importante et qualifiée, et qu'on sous-estime souvent. Voilà. Donc, il y a une pluralité de sources pour aller chercher des administrateurs, des administratrices et ouvrir un petit peu le conseil, quitte à ce qu'ils deviennent adhérents ensuite. Voilà, on va peut-être s'arrêter ici. Je vais de nouveau remercier tout le monde, à la fois ceux qui sont inscrits, qui ont pu participer ce matin. Comme convenu, nous vous enverrons la présentation, nous vous enverrons le lien du replay, merci Anne, et peut-être je pensais que sur certaines questions techniques où on n'a pas répondu, de vous faire une réponse spécifique, hein, donc vous ne vous sentez pas abandonné, si vous avez posé une question, on les prend et on reviendra vers vous individuellement. Dans cette présentation, vous aurez nos liens utiles, hein, notamment, ça peut être demande sur mesure, c'est Contact Passerelle et Compétences. Et puis, nous avons donc des antennes locales qui sont formées en particulier au bénévolat de gouvernance, dont vous trouverez les coordonnées. Voilà. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous dans ce webinaire. J'espère qu'il a correspondu aux attentes des personnes qui se sont inscrites. J'espère qu'il a donné du plaisir aussi à nos participants. Merci Karine, Laurence, Isabelle, Pierre et Charles. Un grand merci à Anne
pour la colonne vertébrale, l'organisation de ce webinaire. Et puis, je vous dis à une autre fois. Alors, hein. Je vous souhaite une bonne journée et merci infiniment. Merci. Bonne journée. Merci journée. à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.